Bonjour à tous. Donc bienvenue à la séance, l'atelier de Vincent Fugère sur les analyses statistiques en R, donc qui est une partie intégrante du data track. Donc je voudrais présenter avant qu'il commence brièvement Vincent, puis ensuite simplement lui donner la parole pour sa présentation pour son atelier. Donc, Vincent est professeur au département des sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis il est particulièrement spécialiste en écologie des eaux douces. Il a plusieurs intérêts de recherche, je vais les citer, donc biodiversité des eaux douces, écologie des communautés, évolution contemporaine, poissons et invertébrés aquatiques, écologie et évolution expérimentale, statistiques, ce qui nous intéresse, et éco-informatique, et pollution agricole et autres dimensions du changement mondial. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Vincent, je te laisse le faire si tu veux, puis je te donne la parole pour ton atelier. Non, c'est parfait comme ça. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont là. Puis bon, ceux qui suivent à la maison un autre jour, ben, j'espère que vous allez apprécier l'atelier aussi. Alors, mon objectif pour aujourd'hui, en fait, bon, pardon, je voulais me présenter en premier. Alors, tout a déjà été dit, ça, je suis prof en sciences d'environnement à l'UQTR. Je fais de la recherche en écologie des eaux douces au centre de recherche RIVE. Je vais faire une petite pub pour le RIVE, d'ailleurs un peu à la fin de l'atelier, parce qu'on a aussi des ateliers R qui pourraient être pertinents pour vous, si ça vous intéresse. Puis dans le fond, dans ma recherche, j'essaie souvent de combiner bon, des problématiques ou d'adresser des problématiques environnementales, mais en utilisant des méthodes issues de la science des données. Donc, parfois allant jusqu'à l'intelligence artificielle, mais souvent juste avec des statistiques aussi un peu plus traditionnelles, si on veut. Euh, alors, mon objectif aujourd'hui pour l'atelier, pardon, c'est de vraiment faire des analyses statistiques de base avec R. Alors, ce qu'on va faire, c'est un peu le type d'analyse que vous pourriez faire dans un cours de premier cycle à l'université. Donc, des trucs classiques comme l'analyse de variance, l'ANOVA, des régressions linéaires. Donc, c'est vraiment des stats assez de base. On m'a dit, en fait, c'est difficile pour ce genre d'atelier-là de faire plaisir à tout le monde. On m'a dit qu'une majorité des apprenants qui étaient assez débutants avec R, donc je pense que c'est une bonne façon de commencer d'y aller pour les analyses les plus de base. Donc, mon public cible aujourd'hui, ou les gens que j'essaie ouais, de cibler aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui débutent dans R, puis qui ont une certaine base en statistique, mais qui ne sont pas très avancés en statistique. Par contre, vous allez avoir d'autres ateliers plus tard, je crois, qui vont être beaucoup plus poussés, notamment sur l'apprentissage machine et tout ça. Je vais en profiter aussi pour réviser plusieurs trucs au passage que ce que vous avez fait dans les deux derniers ateliers. Donc, je suis allé voir ce qui avait été fait. Donc, tu sais, le package dplyr, par exemple, qui est utilisé pour manipuler des données, ggplot pour la visualisation de données. On va réutiliser ça aujourd'hui aussi pour vous faire réviser, pratiquer des fonctions qui proviennent de ces packages-là. L'atelier construit qu'en fait, il y a très peu de théorie. Je ne vais pas parler des statistiques ou des maths derrière les modèles statistiques, même si c'est des maths assez simples pour ce type de modèle-là. J'assume quand même que vous êtes assez familier ou familière avec des termes comme les tests de student ou l'ANOVA ou la régression. J'espère que vous avez déjà eu un premier contact avec ces termes-là. Donc, je vais les expliquer brièvement, mais je vais surtout me concentrer sur comment mettre en place un modèle comme ça dans R, en fait. Puis une bonne partie de ça se fait avec une seule fonction R, en fait, la fonction LM pour modèle linéaire ou linear model. Et puis c'est vraiment la fonction la plus utile pour faire des statistiques classiques. Puis ensuite, lorsqu'on masterise cette fonction, si on veut, c'est assez facile d'aller faire des trucs un peu plus avancés qui construisent un peu sur cette fonction-là. Donc même si vous allez poursuivre vos apprentissages, pour, je sais pas, vous intéresser au modèle mixte, au modèle généralisé, bien, les fonctions qui permettent d'ajuster ces modèles-là ressemblent beaucoup à la fonction LM qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, une bonne partie des choses qu'on fait qui pourraient être pertinentes même pour des modèles plus avancés quand même. Le code est disponible en ligne. J'ai fait une page web en fait pour l'atelier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager aussi dans le chat le code. Et puis, vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire un atelier interactif où est-ce que je vous présente des trucs, mais ensuite je vous donne des défis. Je vais vous donner un problème, et puis je vais attendre un moment pour que vous travaillez vous-même en apprentissage par problème, essayer de résoudre ces défis. Et puis, bon, par la suite, on va évidemment regarder les réponses ensemble. Là, il y a deux scripts. Alors, il y a un code qui contient les réponses aux défis. Ça, c'est si vous voulez repasser sur l'atelier par la suite.
Mais ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est d'utiliser le script qui ne contient pas les réponses aux défis et que vous ajoutiez vous-même votre code pendant ces périodes-là qu'on appelle les défis. Donc, je vais vous mettre dans le chat le code R qui ne contient pas les réponses aux défis. Euh, c'est le fichier qui s'appelle code sans défi. Oh, ah oui, je peux partager. Non, je ne peux pas partager un fichier R dans le chat. OK. Ben, à ce moment-là, cliquez ici. Puis c'est ce script-là là, qu'on peut voir, code sans défi. Il suffit de juste l'enregistrer sur votre bureau pour suivre. Ou bien vous pouvez copier-coller le code dans la console. Mais c'est peut-être plus facile de simplement enregistrer sous le fichier. Est-ce que tu peux remettre peut-être le lien tu sais, je leur ai envoyé, mais remettre le lien de ton site dans le chat? Oui, bonne idée. Excellente idée. Merci. Ouais, Donc donc, là, si j'ai bien compris, il faut qu'ils se rendent dans ce site-là et qu'ils téléchargent le petit fichier ouais, je à pense que montrer. donc, si vous cliquez là-dessus, ça vous amène ici. Là, il suffit de faire, ben là, vous le voyez ici. Ça vous amène là, il suffit de faire fichier, enregistrer sous. Et puis sur votre bureau, vous allez avoir un fichier R que vous pouvez ouvrir dans RStudio. C'est le script. Vous pouvez aussi simplement copier-coller tout le script comme ça. Le choisir, copier, puis ensuite le coller dans RStudio dans un script. Ok. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à lever votre main, je peux prendre une minute, puis attendre que tout le monde. Ça va être beaucoup plus agréable pour vous de suivre si vous avez réussi à avoir le script sur votre ordinateur. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou quelqu'un qui n'est pas capable de télécharger le script? Ursula, Steve, Mathieu, Martin, Marjorie, Guillaume, Emma, Arnaud, Annie. C'est bon pour moi. Ouais. OK. Oui, c'est bon. Bon un pouce. Toujours bon un pouce. OK. En tout cas, si jamais vous êtes bloqué, n'hésitez vraiment pas. Ça, c'est vrai maintenant. C'est vrai pour tous les défis qu'on va faire. Là, je veux que, idéalement, ce soit un atelier le plus interactif possible, puis que vous ayez du plaisir, puis que vous fassiez des choses dans votre console aussi. C'est pas juste m'écouter pendant 2 heures. OK. Alors, là, je mets un manchot ici parce qu'on va réutiliser beaucoup des jeux de données que vous avez vus dans les 2 ateliers précédents. Donc, dans l'atelier de visualisation des données, il y avait ce jeu de données sur les manchots de l'Antarctique. On va le réutiliser aujourd'hui. Ça va rendre les choses un peu plus faciles de retourner aux mêmes données. OK. Donc, première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de charger les données qu'on a besoin pour l'atelier. Donc là, je vous fais charger les librairies ou les packages que vous avez utilisés précédemment, dplyr, ggplot. Et ensuite, ces 2 librairies-là qui contiennent les 2 jeux de données que vous avez utilisés plus tôt. Donc, Palmer Penguins puis Gapminder qui contient des données de PIB par capita, plusieurs données en fait démographiques pour les pays du monde. Vous avez utilisé ça il y a 2 ateliers, je crois. Donc, si vous chargez ces 4 librairies-là, puis ensuite vous roulez les 3 lignes de code ici, Data Star Wars, Data Penguins, Data Gapminders, vous allez avoir les 3 jeux de données que vous avez besoin pour faire l'atelier d'aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à lever votre main ou à m'interrompre à n'importe quel moment pour qu'on vous aide. OK, donc là, si vous avez réussi à charger les données, on va commencer par juste réviser le point le plus important peut-être avant de commencer à ajuster nos modèles linéaires, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une variable catégorique ou qualitative versus une variable numérique ou quantitative. Ça, c'est important parce que ça va déterminer si on utilise notamment une analyse de variance ou une régression. Donc, juste petite révision pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Selon Statistique Canada, les variables catégoriques ou qualitatives sont des variables nominales ou ordinales. Donc, par exemple, n'importe quoi qu'on pourrait écrire avec du texte. Hein. Donc, des variables c'est des variables qualitatives, tout simplement. Puis des variables numériques quantitatives, c'est quelque chose qui se compte. Donc, c'est des données qui sont continues ou c'est des données qui sont numériques. Puis on peut avoir des variables continues, des variables discrètes, c'est pas important. La distinction que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est simplement une variable qualitative et une variable quantitative. Donc, si on fait head de notre jeu de données penguins, on va regarder les variables qu'on a. Ben, quelle variable ici serait qualitative ou quantitative? On peut voir qu'on a des colonnes qui sont des facteurs qu'on appelle, donc des variables qualitatives. Donc, par exemple, l'espèce de pingouin ou l'île ou de manchot, pardon, l'île sur laquelle on retrouve le manchot.
Et puis, évidemment, on a des variables qui sont numériques ou quantitatives qu'on peut voir avec double, comme ça. C'est le code pour dire que c'est une variable quantitative ou integer pour un nombre entier. C'est les deux types de variables quantitatives qu'on a ici. Donc, on a la longueur du bec, la profondeur du bec, la longueur de la nageoire, la masse corporelle, et on a le sexe qui est une autre variable qualitative. Donc, bon, j'espère qu'on est tous sur la même longueur d'onde ici. Distinction de variables qualitatives, quantitatives. Donc, votre premier défi, assez simple, aussi ça peut vous permettre à ceux de rattraper le temps, ceux qui ont plus de difficulté à télécharger le script. Je vous demande simplement d'identifier les variables qualitatives et quantitatives de l'ensemble de données Star Wars. Lorsque vous avez terminé, ce serait vraiment utile si vous pouvez soit lever votre main dans le chat ou mettre un pouce dans le chat ou dans la liste de participants, comme ça je vais pouvoir savoir si vous avez réussi à résoudre le défi, à faire le défi. Donc, je vous donne 2 minutes pour faire ça. Est-ce que quelqu'un a réussi à identifier des variables qualitatives ou quantitatives de l'ensemble de données Star Wars? N'hésitez pas à répondre à Vincent aussi, ce sera plus agréable pour lui. Ouais, c'est ça. Sinon, si vous préférez, je peux aussi simplement continuer, juste présenter tout ce que j'ai. Mais je l'avais pensé, souvent quand on enseigne les cours de stats, du moins au bac, on a souvent des exercices pratiques pour rendre ça un peu plus intéressant. Mais je ne connais pas votre niveau de R, c'est que pour moi c'est difficile de savoir si tout le monde est complètement perdu ou trop avancé, ça ne marchera pas très bien la formule que j'ai pensée. C'est que n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me donner des rétroactions. Je peux aussi juste continuer de présenter tout mon matériel sans interruption, selon ce que vous préférez. Ok, ben, vous semblez un peu timide. Je pourrais lancer un questionnaire dans le chat pour demander si vous préférez qu'on fasse tout. Ah, Arnaud? Oui, oui, bah écoute, moi je suis très largué, en fait, dans le sens où vas-y, vas-y comme tu veux. Je relirai la présentation. Voilà, c'est ok. Je vais pas ralentir les choses parce que je suis à cheval sur deux choses différentes là, donc vas-y. Mais merci beaucoup. Merci pour ton commentaire, c'est parfait. C'est ça, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez réussi à suivre les ateliers précédents, en tout cas. Donc, peut-être que je peux simplement continuer, puis plutôt que de faire des défis, à prendre des pauses, je vais juste présenter tout mon matériel. Ça va durer moins que 2 heures. Mais ceux qui le refont à la maison par après, ou si vous avez envie de refaire l'atelier plus tard, ben, je vous invite simplement à mettre la vidéo sur pause lorsqu'on arrive à une diapo défi. Essayez de résoudre la question par vous-même et par la suite, ben, m'écouter pour la réponse. Mais bon, je pense que ça va bien fonctionner si on y va comme ça. OK, alors, premier défi que je vous demandais ici, c'était d'identifier les variables qualitatives et quantitatives de l'ensemble de données Star Wars. Ah, je vois 3 pouces, merci. Alors, si on peut utiliser cette fonction qui s'appelle head, qui nous permet de voir en fait les premières lignes du jeu de données. Il y a une autre fonction aussi qui s'appelle glimpse. Je sais pas si ça a été présenté à la semaine 2. Mais avec glimpse, ça nous permet de voir dans notre objet Star Wars, dans ce cas-ci, le nom de chacune des colonnes, le type de colonne ou le type de données qu'on a dans chaque colonne et d'avoir un aperçu des données. Donc, si je fais glimpse de Star Wars, ben, je peux voir ici que j'ai toutes ces colonnes-là. Donc, on peut identifier certaines variables qualitatives, par exemple le nom du personnage. C'est un jeu de données sur les personnages de Star Wars. Donc, on a ici le nom des différents personnages, variables qualitatives, couleur des cheveux, couleur de la peau, couleur des yeux. Bon, c'est des variables qualitatives. Et ensuite, on a quelques variables quantitatives comme la masse corporelle, l'année de naissance. Je sais pas si ça fait référence à quelle année. Bon, etc. Bref, on a des variables qualitatives, quantitatives. Ça va déterminer le type de modèle statistique qu'on utilise pour les analyser. On va commencer aujourd'hui avec les variables qualitatives. Tous les modèles qu'on va utiliser tombent dans la même famille de ce qu'on appelle le modèle linéaire général. Là, vous avez sûrement tous vu au secondaire, au cégep, un moment donné, des fonctions où est-ce qu'on vous faisait tracer une droite, par exemple, où on dit y est égal à mx plus b. Des fois,
les constantes changent, c'est pas toujours M ou B. Mais dans ce cas-ci, Y égale MX plus B, on a la pente de la droite et on a l'ordonnée à l'origine de la droite. OK? Ça, c'est une forme de modèle linéaire qui est assez simple. Mais on a aussi, on peut penser que le modèle peut devenir plus complexe si on ajoute des termes. Donc ici, je vous mets simplement la généralisation de ce modèle linéaire, là, où est-ce qu'on a plusieurs termes. On a notre ordonnée à l'origine, puis là, on peut ajouter comme ça des termes selon le nombre de variables indépendantes qu'on a. Donc ici, si on arrête ici, on a le même modèle que ici. Avec Y égale MX plus B, c'est égal à ça. Mais on pourrait aussi avoir un modèle qu'on a plusieurs variables indépendantes, plusieurs X, donc X2, X3, X4, etc. On peut ajouter plein de variables pour prédire notre variable Y. Donc ça, c'est un modèle linéaire. L'autre composante du modèle linéaire, c'est qu'on a des résidus. C'est-à-dire que même si notre modèle prédit une valeur de Y, il y a toujours des erreurs sur l'observation. On n'arrive pas exactement aux valeurs que le modèle établit. Il y a toujours un peu de variation, de bruit, si on veut, dans les valeurs qu'on prédit. Donc, on ajoute des résidus qui est normalement représenté ici par ce epsilon. Et on assume que ces résidus, cette erreur autour des valeurs prédites, suit une distribution normale. Donc voilà le modèle linéaire général. Je pense que c'est les seuls maths qu'on va faire aujourd'hui. C'est très. Après ça, j'arrête d'en parler, mais je vais quand même revenir à cette équation-là à plusieurs reprises pour vous montrer que même quand on fait quelque chose de simple comme un test de student, derrière ça se trouve un modèle linéaire. Ça permet de faire des liens entre une régression versus un test de student parce qu'elle partage ces deux analyses. Juste pour vous rappeler en fait, la distribution normale, de quoi elle a l'air. Donc ici, j'utilise une fonction R pour générer des données de façon aléatoire. Une distribution normale, c'est pas très important, mais ici, ce que ça fait, ce petit code-là, ici, c'est que ça génère 10 000 points de données qui suivent une distribution normale. Et là, j'utilise la fonction histogramme pour visualiser ces 10 000 points de données qui ont été générés de façon aléatoire. J'arrive avec un histogramme comme ça ici qui montre la distribution normale. Donc voilà, aujourd'hui, tous les modèles qu'on va faire assument que nos résidus, notre erreur est distribuée de façon normale. Et aussi, tous les modèles vont avoir une seule variable dépendante, donc une seule variable réponse. On va toujours s'intéresser à essayer de modéliser une seule variable. Après ça, si on a plusieurs variables réponses qu'on veut modéliser en même temps, là, c'est le domaine des analyses multidimensionnelles. Puis là, c'est quelque chose que vous allez peut-être voir dans d'autres cours, je ne sais pas. OK, donc les types de modèles qu'on va discuter aujourd'hui, tous les trucs de base qu'on voit normalement dans un cours de premier cycle en statistique. Faire un petit résumé de tout ça avec la fonction lm. Donc, on a le type de modèle qu'on utilise va dépendre du nombre de variables indépendantes, qualitatives et quantitatives qu'on a dans notre analyse. Donc, les variables indépendantes, c'est les variables qu'on utilise pour prédire notre variable dépendante, qui est une variable quantitative unique dans ce cas-ci. Et puis, bon, si on a, par exemple, on prend le scénario le plus simple, on essaie de prédire notre variable dépendante avec une seule variable indépendante qualitative. Là, ça nous amène dans le domaine du test de student, si on a deux groupes qu'on veut comparer, ou de l'analyse de variance si on a trois groupes qu'on veut comparer. Mettons, je ne sais pas, je m'intéresserais à comparer une race de chiens, je ne sais pas, la longueur mâle versus femelle. Ça serait un test de student à deux groupes. Bon, alors on va commencer avec le test de student à deux groupes. Ensuite, on va passer à l'analyse de variance avec trois groupes, mais encore une fois avec une seule variable indépendante qualitative. Et ensuite, on va aller en régression linéaire brièvement. Et je vais conclure très brièvement avec l'ANCOVA et la régression multiple. Donc, c'est ça. Ceux d'entre vous qui sont plus avancés en statistique, allez trouver que c'est peut-être un peu de base, mais j'espère que je vais quand même rejoindre plusieurs d'entre vous. Alors, la première analyse qu'on fait, le test de student, un test de T. Qu'est-ce qu'on veut faire avec un test de student? Normalement, c'est comparer deux moyennes. OK, on a deux groupes. On mesure quelque chose pour tous les individus de chacun des deux groupes. Et ensuite, on veut comparer les moyennes de ces deux groupes-là, savoir s'il y a une différence significative, comme on dit, entre les deux groupes. Donc, on peut faire un premier exemple ici avec nos manchots. Donc, on va prendre notre jeu de données de manchots. Un peu mêlant en anglais, manchot, c'est pingouin. Puis pingouin en français, c'est pas pingouin en anglais. Mais bon, on commence avec le jeu de données penguins. Là, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, vous avez utilisé la fonction filter qui, dans le fond, permet d'extraire certaines lignes. Donc là, si je fais ça ici, ce que ça fait, c'est que ça va seulement chercher des lignes dans le jeu de données penguins, où est-ce que l'espèce, c'est Adélie. Donc, on a 3 espèces de manchots dans notre jeu de données. Et on veut se défaire de toutes les lignes qui appartiennent aux 2 autres espèces. On veut seulement garder les lignes pour nos manchots Adélie, parce qu'on se concentre sur cette espèce-là pour commencer.
Donc, on fait Penguins Filter Adélie. Là, on a seulement nos données pour les manchots Adélie. Ensuite, bon, là, je vous montre que vous pouvez regrouper les données selon une autre variable et puis calculer différentes choses pour ces groupes. Donc, ça ici, c'est juste pour vous faire réviser dplyr. C'est vraiment pas important pour les statistiques qui s'en viennent. Donc, si vous ne me suivez pas, c'est pas très grave. Mais ici, en utilisant ça, ce que je fais, c'est que je calcule, dans le fond, la masse moyenne pour les mâles et les femelles de cette espèce de manchot. Et ce qu'on voit, c'est que la masse moyenne ici des femelles est 3369, la masse moyenne des mâles 4043. On a quelques données manquantes, donc on a un groupe NA pour Not Available, ça c'est les lignes où il nous manquerait de l'information, soit pour la variable sexe, soit pour la variable masse moyenne. OK, donc on a observé nos deux moyennes de masse corporelle pour les deux sexes, dans le cas de ce manchot. Est-ce que cette différence est significative? Est-ce qu'on peut conclure que les mâles sont plus massifs que les femelles chez cette espèce d'oiseau? Ben, pour valider cette hypothèse, il faut faire un test d'hypothèse, donc une analyse statistique pour calculer la probabilité d'observer cette différence de moyenne qu'on observe. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec un test de T. Ici, juste avant de faire ça, je vous montre aussi quand on peut visualiser les données pour voir la différence de distribution entre les deux groupes. Pourquoi y a-t-il un point suite à chaque moyenne? On me demande. Ah, c'est la... Ouais, bonne question. C'est en fait dans le package dplyr que j'utilise ici pour représenter les données, pour manipuler les données. Lorsqu'on imprime les résultats dans la console et qu'on voit ça ressortir, dans le fond, il va toujours avoir un point parce qu'ils veulent aligner les données, incluant les nombres décimaux. Donc, il pourrait avoir, par exemple, si c'était 4043.4, on verrait un point 4 après. Donc, ils seraient tous alignés comme ça. Donc, il met toujours un point, mais dans ce cas-ci, ça veut juste dire .0000. Il n'y a pas de décimale après le point. C'est simplement une façon dont le package représente les données ou les imprime dans la console. OK, donc là, ici, je vous montre la distribution des deux groupes. On a, là, c'était pas voulu, là, c'est pas très 2022 mon affaire, là, mais ici, on a une ligne rose pour les femelles, une ligne bleue pour les mâles, et puis c'est les couleurs par défaut dans ggplot, c'est pas moi qui ai choisi ça. Puis là, en faisant ça, ben, on peut voir la distribution des masses corporelles des deux sexes. Et puis, ben, on peut voir clairement que la distribution des poids chez les femelles semble être inférieure à la distribution des poids chez les mâles. Donc, on pourrait s'attendre à potentiellement que cette différence de masse soit significativement différente entre les deux groupes. Donc, on va tester ça à l'aide d'un test de student. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser notre test de student? Eh bien, c'est assez simple. On a une fonction qui s'appelle t-test. Le test de student, c'est aussi, on l'appelle le test de t, parce qu'on utilise la distribution de student pour calculer une valeur de t. Alors, ici, je crée un nouvel objet qui s'appelle Adélie, qui va contenir seulement mes données pour les manchots Adélie. Donc, je réutilise cette fonction-là, filter, et là, je ne garde que les lignes où le sexe correspond à Adélie, que l'espèce correspond à Adélie, et là, j'en profite pour enlever mes lignes où j'avais des NA. Si vous revenez ici, là, il y avait plusieurs NA, donc on avait un groupe NA. On ne veut pas tester si le groupe NA est différent des deux autres, donc on va simplement exclure les lignes où il y a des NA. Donc on fait ça, puis ici on se retrouve avec un nouvel objet qui s'appelle Adélie, qui contient juste le sous-ensemble de données qu'on a besoin pour faire notre test de T. Et c'est cet objet-là qu'on va utiliser ici dans notre test de T. Donc dans notre fonction test de T, on a deux arguments. Premièrement, à droite de la virgule, l'ordre n'est pas vraiment important, mais généralement à droite de la virgule, on va spécifier le jeu de données qu'on utilise. Donc data égale le nom de l'objet qui contient nos données. Dans ce cas-ci, data égale Adélie. Et là, à gauche, on va avoir la formule. Donc ici, le petit tilde, ça veut dire ce qui est à gauche du tilde varie en fonction de ce qui est à droite du tilde. Okay? Vous allez voir ce type d'équation-là, de formule-là, pour tous les modèles linéaires qu'on va utiliser. Le point important ici, c'est que ce qui est à gauche, c'est les variables dépendantes, donc ce qui varie en fonction d'autres choses, et à droite, la variable ou les variables indépendantes. Donc dans ce cas-ci, on s'intéresse à savoir si la masse corporelle varie en fonction du sexe. On fait notre test de T, et là, voici le résultat qu'on obtient. Donc, si vous avez fait des cours de stats, vous pourriez interpréter la plupart des termes qu'on voit ici. Donc, ça nous donne une valeur de T, qui est l'ampleur de la différence entre les groupes dans la variable réponse. Notre degré de liberté, degree of freedom, est souvent la chose qui nous intéresse le plus, la valeur de P. Et puis là, si vous vous souvenez, ben, arbitrairement, souvent, on dit que si la valeur de P ou la probabilité est en bas de 0,05, il y a une différence significative entre les groupes.
Si la valeur de P est au-dessus de 0,05, il n'y a pas de différence significative entre les groupes. C'est une méthode qui est un peu arbitraire, débattue. Je vous encourage à explorer d'autres alternatives à la valeur de P. Mais quand on débute en statistique, c'est encore comme ça. C'est encore la méthode qu'on utilise, puis c'est une bonne façon de commencer. Alors, dans ce cas-ci, notre valeur de P est très, 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 très basse. En fait, on peut utiliser, ça c'est une notation mathématique qu'on peut voir dans R des fois. Ça veut dire que c'est 2,2 à la, avec en fait 16 zéros devant la virgule. Donc, si on veut voir de quoi ça a l'air avec, pas en notation mathématique, scientifique, on peut simplement dire formater ce chiffre-là pour faire scientific égale false. C'est vraiment pas important ici, mais ça nous montre que ça ici, dans le fond, c'est équivalent à cette valeur-là qu'on voit. Donc, notre probabilité notre valeur de P est vraiment, vraiment basse. Donc, les chances que les deux groupes aient la même moyenne pour la masse corporelle est très, 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 très faible. Donc, on conclut dans ce cas-ci qu'il existe une vraie différence de moyenne de masse corporelle entre le groupe mâle et le groupe femelle. Donc, oui, ça supporte notre hypothèse que ce qu'on voyait visuellement à la diapo précédente. Donc, ça, c'est le test de T. Est-ce qu'il y a des questions ici? Je vois une question. Ah, OK. Est-ce que certaines personnes ont des questions par rapport à ça? Non? OK, je vais poursuivre. Donc, test de T, on compare deux moyennes. On veut savoir si elles sont différentes les unes des deux moyennes. Ensuite, on peut aller plus loin avec l'analyse de variance. Pour l'analyse de variance, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle LM, qui est la fonction que je vous ai présentée au début. Donc, je vais vous montrer que, premièrement, qu'on peut utiliser cette fonction LM pour à peu près toutes les analyses, incluant le test de T. Donc, si on veut refaire notre test de T ici, mais avec la fonction LM, on fait simplement remettre aussi à l'intérieur notre équation, donc notre variable dépendante qui varie en fonction de notre variable indépendante. C'est les mêmes arguments pour la fonction LM que la fonction test de T. Donc, on a notre jeu de données data égale à débit. Et là, bon, si vous vous souvenez de la petite flèche comme ça nous permet d'enregistrer ce qui est à droite ici de la flèche, puis d'attribuer ça à un nouvel objet qu'on crée. Je lui ai donné le nom de modèle, on aurait pu l'appeler pingouin, on aurait pu l'appeler n'importe quoi. C'est ici, moi je l'ai appelé modèle. Donc là, l'objet modèle contient les résultats de notre modèle linéaire, de notre test de T. Et là, si on veut extraire l'information que l'objet contient, on utilise la fonction summary pour résumer le modèle. Et là, ces deux fonctions-là, lm et summary de notre objet, ben, c'est pratiquement les seules fonctions que vous allez utiliser aujourd'hui. Et puis là, si on fait summary de modèle comme ça, ben, on voit ici ce qui en ressort. Donc, on a premièrement l'ordonnée à l'origine de notre modèle et ensuite la pente associée à l'effet sexe. Okay? On peut voir, et là, c'est peut-être un petit peu difficile de comprendre comment ça marche, mais dans le cas d'un test de T, il faut se rappeler que c'est encore une fois un modèle linéaire. On pourrait s'imaginer que c'est comme y égale mx plus b. Là, je l'ai représenté comme ça ici. On a y qui est la masse corporelle de chaque pingouin qu'on essaie de prédire en fonction d'une ordonnée à l'origine, qui est la moyenne à travers les deux groupes, plus une variable indépendante. Dans ce cas-ci, notre variable indépendante, c'est quoi? C'est le sexe du manchot. Et là, on a des résidus, on a de l'incertitude associée à notre modèle. Pas très important pour l'instant. Donc, dans ce cas-ci, notre modèle linéaire, avec une seule variable qualitative indépendante, contient deux valeurs. Donc, vraiment, la façon dont on interprète ça, c'est que si notre manchot appartient au groupe de référence, le groupe, dans ce cas-ci, ça va être le groupe femelle, ben, la valeur de x, ça va être 0. Donc, si on veut calculer, par exemple, la masse moyenne du groupe femelle, puis on va prendre l'ordonnée à l'origine, qui est 3368. On mettrait ça ici, on remplacerait notre bêta 0 par cette valeur. Plus ici, ici la pente de notre variable indépendante, 674, mais fois 0 parce qu'elle appartient au groupe femelle. OK? Donc, si on fait ça, si on additionne ces deux termes-là, on arrive à cette valeur-là ici, qui est au final la masse corporelle du groupe femelle. Là, maintenant, si on appartient au groupe mâle, ce que R nous dit, c'est qu'on ajoute, on multiplie en fait notre pente ici par 1. Donc, si on veut calculer pour les mâles, on ferait l'ordonnée à l'origine comme ça, plus ici ce terme-là, encore une fois, mais là, parce qu'on appartient au groupe mâle, on ferait simplement fois 1. C'est pas super important, mais le point est qu'on peut regarder même les résultats d'un test de T comme étant des résultats de régression ou d'un modèle linéaire avec une équation derrière. Mais d'habitude, on s'intéresse juste à avoir nos deux moyennes, puis à les comparer, et non pas avoir une équation, mais on peut avoir une équation. La seule spécificité ici, c'est que la variable indépendante a juste deux valeurs possibles.
0 si tu appartiens au groupe référence, 1 si tu appartiens au groupe qu'on essaie de comparer. Oui, j'ai pas une question. Guillaume. Oui, juste une question. Comment est-ce qu'on sait que le groupe femelle est égal à 0 et que le groupe mâle est égal à 1? Je sais pas si vous l'avez dit ou pas. Ouais, Euh, très bonne question. En fait, dans R, lorsqu'on a une variable qualitative, OK, puis qu'on essaie d'ajuster un modèle, la première valeur possible en ordre alphabétique pour cette variable qualitative, ça va donner le groupe de référence. Donc, dans ce cas-ci, F femelle commence par F, donc en ordre alphabétique, pardon, ça arrive avant mâle. Donc, ça va donner le groupe de référence. Si on avait plusieurs espèces de pingouins, par exemple, et puis que là, ici, c'est le prochain modèle que je vais vous montrer, au lieu d'avoir deux valeurs possibles pour mâle versus femelle, où on a 0, 1, ben, on va avoir trois valeurs possibles d'espèces. Donc, ça va être 0, 1, 2. Et le groupe 0, dans ce cas-ci, ça va être encore une fois, en point de vue en ordre alphabétique, ça va être le premier groupe qu'on rencontre. Et puis ensuite, on compare les autres groupes à ce groupe de référence. Il y a moyen de changer de groupe de référence si on voulait vraiment avoir un coefficient spécifique pour un groupe. Euh, mais non, par défaut, R utilise l'ordre alphabétique. OK, merci pour une question. Ça rend ça beaucoup plus dynamique quand on a des questions, ça aide. OK, alors ici, je vous proposais un deuxième défi. Dans les données de Star Wars, je vous demandais, est-ce que les personnages provenant de Tatooine sont plus grands que ceux provenant de Naboo? OK, puis on peut extraire les données pertinentes comme ça. Donc, je décide dans ce cas-ci de créer un nouvel objet qui s'appelle NabTat, Naboo Tatooine. Où est-ce que je vais seulement extraire les lignes de mon jeu de données Star Wars, prendre les lignes qui sont intéressantes pour moi. Oui, je vois une question de Mathieu. Oui, en fait, j'ai essayé d'exécuter les scripts. En fait, je n'arrive pas à charger les données. Vous n'arrivez pas à charger les données, OK. Est-ce que Oh, ouais. Oui. je pourrais, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème-là? Je pourrais vous faire une très rapide démo avec ma console R de comment charger les données. mais enfin, ouais, moi aussi, j'arrivais pas à suivre au début parce qu'en fait, je suis sur l'ordinateur du bureau, donc je voulais réinstaller les packages et il y a un problème il y a un problème pour réinstaller les packages. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas OK. à faire le premier défi en fait. OK. Ouais, moi aussi. Ouais. Vous aussi, vous n'avez pas le package, OK. Ouais, il y a un Moi, souci avec Erlang, enfin RLANG, qui arrive pas à être, il trouve pas le package RLANG. OK. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais... Oui. Moi, c'est pour la librairie Palma Penguin. Ils disent qu'ils ne trouvent pas le package appelé Palma Penguin. Ben, je vais vous montrer un petit truc juste sur R maintenant. OK. Ça va peut-être pas solutionner votre problème parce qu'il y a des packages comme par exemple dplyr, ça peut être assez volumineux. Donc, si vous avez besoin de l'installer, ça se peut que ça ne marche pas du premier coup parce qu'il y a plusieurs dépendances aussi. Parfois, on installe tout ensemble en utilisant tidyverse, que ça s'appelle. Ça installe ggplot, ça installe dplyr, ça installe tout ça. Mais ça peut prendre un certain temps à télécharger tout ça. Donc, on ne pourra pas attendre que tout le monde fasse ça. Si vous utilisez un ordinateur différent aujourd'hui que la dernière fois, peut-être que je vous invite peut-être à juste revenir à l'atelier pour le faire chez vous plus tard, lorsque vous aurez réussi à installer les packages. Mais juste pour réviser vite fait comment on installe des packages, okay, je vous montre ici mon RStudio. Vous devriez tout avoir quelque chose qui ressemble à ça. Puis là, je peux faire package ici, installe. Et dans ce cas-ci, je pourrais simplement taper Palmer Penguins. Okay, il me le ressort comme ça. Je clique, installe. Je peux le réinstaller dans ce cas-ci. Ça va le réinstaller, ça prend 2 minutes. Bon, dans ce cas-ci, c'est vraiment un tout petit package qui contient juste le jeu de données, donc c'est vraiment pas très long. Donc, vous pouvez aussi taper quelque chose comme ça, install package, puis on inscrit, ou on tape Palmer Penguins à l'intérieur. Mais parfois, c'est plus facile de le faire en cliquant. Donc, Mathieu, ça va peut-être solutionner ton problème. Sinon, les autres, si vous n'avez pas réussi à installer, mettons, Star Wars, je pense qu'il est dans dplyr. Donc, installer dplyr, c'est un petit peu plus long. Mais ça fonctionne de la même façon. Vous pouvez simplement faire install, dplyr ou ggplot. C'est peut-être dans ggplot, en fait, Star Wars. Je me souviens pas. Moi aussi, j'ai dû installer un package. OK. Est-ce qu'il y a... Là, je pense que si vous avez des problèmes à installer des packages, je peux peut-être essayer de vous aider spécifiquement avec ça. Ça va vite, mais si vous avez un problème, vous avez plusieurs dépendances comme ça, je pense que je ne peux pas vous aider dans le contexte de l'atelier.
Donc, Guillaume, toi, tu avais essayé simplement de faire install package dplyr, puis ça marchait pas. Ouais, en fait, moi, je sais pas pourquoi, mais il dit, dans tout ce que je veux installer, il dit qu'il y a pas Erlang. Enfin, je sais pas comment le prononcer, mais Mais si tu ouais. fais Erlang ici, Et en fait, si je veux installer Erlang, il me dit il y a un problème avec Xrunc ou un truc comme ça. OK. Donc ça m'avait un peu compliqué. J'ai pas envie de prendre tout le temps de tout le monde T'es sur pour quel, l'atelier. Donc voilà. t'es sur quel système d'opération? Mac. OK. C'est ça, ça se pourrait qu'il faut que tu downloads euh, DevTools. En tout cas, il y a plusieurs trucs parfois qu'il faut installer en amont pour pouvoir installer des players. Ouais, en effet, c'est peut-être pas possible de solutionner ça maintenant pendant l'atelier. Euh, Ouais. mais bon, je vais vous donner toutes les réponses au défi de toute façon. Donc, vous devriez être en mesure de suivre, même si vous ne réussissez pas à exécuter le code sur votre console maintenant. Et puis, comme ce sera enregistré, vous pourrez le revoir et refaire les exercices. En effet. Merci. Euh, bon, alors, ici, c'est ça. Ce que je vous proposais, c'est de comparer, en fait, la taille des personnages provenant de Naboo versus Tatooine. Donc là, pour réviser un petit peu ggplot que vous avez utilisé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en fait, ggplot, il y a quelques arguments à l'intérieur. Donc le premier, le plus important, l'argument AES pour esthétique. On dit qu'est-ce qu'il y a sur l'axe des X, qu'est-ce qu'il y a sur l'axe des Y. Donc ça, c'est des variables qui sont contenues à l'intérieur de mon jeu NavTap. X s'appelle Homeworld, c'est une variable qualitative. Dans ce cas-ci, il y a deux choix possibles, Naboo ou Tatooine. Y, height, la grandeur du personnage plutôt. Et là, il faut spécifier aussi le jeu de données. Dans ce cas-ci, c'est ce jeu de données que je viens de créer, Nabtat, qui est un sous-ensemble de données provenant du jeu de données Star Wars. Et là, une fois que, bon, j'ai ma grille de mon graphique qui était comme mise en place. Ensuite, je peux ajouter des géomes par-dessus, différentes couches de géomes, comme Philippe vous a montré. Et dans ce cas-ci, j'ajoute un box plot ou un diagramme de boîte à moustache. Et là, en faisant ça, ben, on peut voir clairement que, bon, en fait, on ne voit pas beaucoup de tendances, mais on voit une petite différence de grandeur entre les personnages de Naboo et de Tatooine. La question, c'est est-ce que cette différence est significative ou non? Est-ce qu'il y a vraiment une différence, comme dans le cas des manchots? Donc, on peut utiliser un test de T pour tester ça. Donc, ce que je vous demandais de faire, c'est de faire un test de T. Et puis, donc, on utilise la même fonction. Dans ce cas-ci, notre variable dépendante ou notre variable réponse, c'est height, la grandeur, en fonction de homeworld, notre variable indépendante qualitative avec 2 groupes seulement. Et là, on a nos résultats ici. On peut voir que cette fois-ci, notre valeur de P est beaucoup plus élevée, 0.67. C'est beaucoup plus élevé que notre critère arbitraire de 0.05 qui normalement décide si on appelle ça une différence significative ou non. 0.67, ça veut dire qu'il y a peu de différence entre les 2 groupes et que la chance d'observer une différence comme ça entre les 2 groupes est assez élevée, même s'il n'y avait pas vraiment de différence entre les groupes. Donc, bref, on conclut dans ce cas-ci qu'il n'y a pas de différence entre les 2 groupes. Voilà, donc ça on a testé et notre test d'hypothèse est terminé. On aurait aussi pu utiliser la fonction lm comme je vous ai montré plus tôt. Donc on ferait lm de height en fonction de homeworld. Nos données étant NavTat. Et là on enregistre ça et on fait le résumé de ce modèle, Summary Model, pour voir les coefficients. Et là ce qui nous intéresse d'habitude lorsqu'on a un modèle linéaire comme ça de T, c'est l'effet de notre variable indépendante. Parce que c'est homeworld Tatooine. Pour revenir à ta question précédente par rapport au niveau de référence, dans ce cas-ci, le niveau de référence serait Naboo. Donc, Naboo aurait une valeur de 0, Tatooine une valeur de 1 dans notre modèle. Et là, on voit que la valeur de P, 0.679, c'est la même qu'on avait ici. Bon, c'est un petit peu différent parce que c'est pas le même algorithme, là, mais grosso modo la même chose. Et puis, on conclut donc qu'il n'y a pas d'effet. Mathieu. Oui, Mathieu ou et Pierre? est-ce que degré de liberté, hein, ça n'a pas une incidence sur la valeur de P? Pardon, excusez, j'ai pas entendu. Est-ce que donc l'intervalle de liberté, le degré de liberté, ça, il n'y a pas une incidence sur le p-value? Oui, bon, le p-value dépend en fait du t-value puis du degré de liberté. Dans ce cas-ci, une autre façon d'interpréter, puis ça va devenir plus clair lorsqu'on va avoir des résultats de régression linéaire. Souvent, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si notre pente est réellement différente de 0. Donc, on peut construire un intervalle de confiance autour de notre pente. Et si ça chevauche 0, on conclut qu'il n'y a pas d'effet.
ça chevauche pas 0, on conclut qu'il y a un effet. Dans ce cas-ci, tu vois, en notre pente, notre effet, c'est 5,6. Et l'erreur sur la moyenne, ou l'intérieur qu'on peut utiliser pour calculer notre intervalle de confiance, c'est 13. Donc, d'habitude, pour faire notre intervalle de confiance, on fait 2 fois cette valeur-là de part et d'autre de notre estimé. Et puis là, on se rend compte que notre vrai effet est à quelque part entre 26 plus moins 5, donc environ 21, et 26 moins, moins 5 moins 26, donc moins 31. Donc notre valeur est à quelque part entre moins 31 et 21, donc ça chevauche 0, donc il n'y a pas d'effet significatif dans ce cas-ci. C'est pas, je pense, je comptais pas parler de ça, c'est pas super important dans ce cas-ci du moins, mais tu as tout à fait raison que la valeur de P dépend du nombre de degrés de liberté qu'on a pour notre coefficient, qui dépend de la taille d'échantillon notamment. Bon, alors là, on a fait un test avec 2 groupes. Ça, c'était un test de T. Maintenant, si on avait plus que 2 groupes, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un peu la même chose, mais l'analyse s'appelle maintenant une analyse de variance. L'acronyme pour l'analyse de variance, c'est l'ANOVA. Donc, l'ANOVA, c'est un test qui nous permet de voir si une variable qualitative a un effet sur notre variable, notre variable dépendante, mais lorsqu'on a au moins 3 groupes pour notre variable indépendante, notre variable qualitative indépendante. Mais on va utiliser la même fonction dans R pour ajuster notre modèle d'ANOVA que pour notre modèle notre test de T. Donc, tout ça va être assez similaire. La seule et unique raison pourquoi je vous ai montré qu'on pouvait utiliser LM puis summary d'un modèle LM pour le test de T, c'est pour mieux connecter ça avec l'ANOVA, que vous voyez que c'est un peu la même mécanique derrière. Mais normalement, pour le test de T, la fonction qui teste est peut-être un peu plus intuitive. Donc, dans ce cas-ci, on met notre modèle linéaire. Là, j'utilise le jeu de données Penguins. Dans le jeu de données Penguins, il y a 3 espèces. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la masse corporelle des manchots varie selon l'espèce? On a 3 groupes. Donc, notre variable dépendante body mass, à gauche du tilde, à droite du tilde, notre variable dépendante qualitative, espèce, 3 groupes. On enregistre notre modèle dans un nouvel objet qu'on appelle modèle. Et là, on fait le résumé ou summary de ça. Et voici les coefficients qu'on obtient. Donc, on a encore une fois, on peut imaginer que c'est un modèle linéaire avec une ordonnée à l'origine, 3700. Et là, si on appartient à un de ces 2 groupes-là, on ajoute cette valeur-là à notre 3700. 3700, ce serait la masse corporelle de notre groupe de référence. Et ensuite, qui est le premier groupe en ordre alphabétique, je pense que c'est Adélie. C'est le groupe qu'on avait étudié un petit peu plus tôt. Donc, le groupe Adélie, sa valeur de masse corporelle, c'est 3700. Si on appartient à l'espèce Chinstrap, on ajoute 32 à ce 3700, donc 3732. Et si on appartient à l'espèce Gen2, on ajoute 1375 à ce 3700. Et là, la question, c'est est-ce que ce petit ajout ici est significativement différent de 0? Est-ce que c'est une vraie différence de moyenne entre le groupe Chinstrap et notre groupe de référence? Ou est-ce que c'est une petite différence qui pourrait être due à la chance? Donc, c'est ça que notre valeur de P ici nous dit. Dans ce cas-ci, on voit que la valeur de P est de 631, donc au-dessus de 0,5, donc cette différence-là n'est pas significative, alors que celle-ci, 1375, c'est quand même une grosse différence de taille entre l'espèce Gen2 et Adélie. Et bien là, on a une valeur de P très très faible avec cette notation scientifique, avec 16 0 après la virgule, donc une très faible valeur de P. Mais là, ce type de résultat-là, c'est pas vraiment ce qu'on essaie d'avoir normalement quand on a une ANOVA. Souvent, on essaie d'avoir un tableau d'ANOVA pour rapporter les résultats. Plutôt que de comparer chaque espèce, on essaie simplement d'avoir une valeur de P générale pour la variable indépendante dans son ensemble. Donc, à travers les 3 groupes, est-ce que l'espèce a un effet, oui ou non? C'est un peu ce qu'on essaie de tester d'habitude avec l'ANOVA. Ici, je voulais simplement vous montrer, revenir en fait, je me suis devancé un petit peu plus tôt grâce à la question, là, mais je voulais vous montrer cette notion-là de niveau de référence pour savoir pourquoi ici est-ce qu'on ne voit pas Adélie, mais on voit Chinstrap et Gen2. C'est parce que R traite par défaut le groupe Adélie comme le groupe de référence et il appelle ça l'ordonnée à l'origine simplement pour ce groupe. Et ça se fait en ordre alphabétique. Donc, si on regarde en effet les niveaux de notre variable Penguins espèce, on voit qu'il y a 3 niveaux, Adélie, Chinstrap, Gen2. Et en ordre alphabétique, ben, Adélie vient en premier. Donc, pour calculer les moyennes de taille, on peut additionner nos coefficients. Donc, pour notre groupe de référence, c'est simplement l'ordonnée à l'origine. Pour l'espèce Chinstrap, c'est l'ordonnée à l'origine plus cette valeur-là. Et pour le groupe Gen2, c'est l'ordonnée à l'origine plus ce coefficient-là. Donc, on pourrait calculer comme ça nos moyennes. Et d'ailleurs, on peut regarder comme ça avec un diagramme de boîte à moustache, visualiser ces moyennes, puis ça correspond à ce qu'on estime manuellement à partir de l'output de notre modèle.
Donc, on voit clairement qu'il y a une grosse différence de taille ici entre les trois espèces, du moins Gentoo est bien différent. Donc là, pour notre modèle linéaire, souvent, c'est ça, on essaie d'aller chercher un tableau d'ANOVA qu'on appelle. Donc, un tableau d'ANOVA, ça ressemble à ça. Là, j'ai juste volé ce tableau d'ANOVA sur un site de statistiques. Mais si vous avez déjà fait un cours où est-ce qu'on vous a présenté l'ANOVA, vous avez sûrement calculé à la main, en fait, des sommes des carrés, faire des ratios entre les sommes des carrés pour comparer la variance à l'intérieur des groupes et la variance entre les groupes. Et ce ratio de variance, en fait, détermine si notre variable a un impact sur la variable dépendante. Ce qu'on veut, en fait, dans ce cas-ci, notre question là, statistique, c'est est-ce que la variation à l'intérieur d'une espèce est plus faible que la variation entre les espèces? Si la variation entre les espèces est plus importante que la variation à l'intérieur des espèces, ben là, on va dire que notre variable espèce a un effet significatif sur la masse corporelle. Si à l'inverse, la variation intra-groupe est plus importante, ben là, notre variable espèce n'a pas d'effet significatif sur notre variable réponse. Donc, c'est le principe d'une ANOVA. Donc, souvent, ce qu'on fait pour arriver à notre inférence statistique, c'est qu'on compare la variance intragroupe et la variance intergroupe en calculant des sommes de carrés, en faisant le ratio. Et ça nous donne une valeur de F qu'on appelle. Et normalement, moi, dans mon temps du moins, il fallait aller dans une espèce de table, puis regarder manuellement, trouver notre valeur de P qui correspond à la valeur de F qu'on a observée, en utilisant notamment les degrés de liberté. Dans le cas d'une ANOVA, il y en a deux. Et dans ce cas-ci, une valeur de F de 93, c'est très élevé. Donc, dans cet exemple fictif ici, notre valeur de P est très, très faible. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aller chercher un tableau d'ANOVA comme ça pour notre modèle linéaire très facilement. Et ça nous donne, c'est souvent ce qu'on rapporte dans une publication, dans un rapport, etc. Ça va souvent être notre valeur de F et notre valeur de P. Donc, pour aller chercher ce tableau d'ANOVA, on a simplement besoin de la fonction ANOVA. Donc, si on fait ANOVA, notre objet modèle qu'on a enregistré plus tôt, eh bien, j'ai mon tableau d'ANOVA comme ça, où je peux voir mes degrés de liberté pour ma variable indépendante, les degrés de liberté pour les résidus, les sommes des carrés, et ensuite, je peux calculer ma valeur de F et le p-value. Dans ce cas-ci, le p-value est encore une fois très, 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 très faible. Donc, on conclut que l'espèce influence la masse corporelle chez les manchots, chez ces trois espèces de manchots. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Oui, Guillaume. Ouais, j'ai une question parce que, enfin, en tout cas, sur le Boxpop, ça avait pas l'air qu'il y avait une grosse différence entre les espèces. Enfin, par exemple, entre Adélie et Chinstrap, il n'y a pas vraiment de différence. Du Ouais. coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on. Et quand on avait fait enfin, quand on avait fait l'analyse avec juste LM, là, il y avait pour une espèce, c'était pas significatif. Et du coup, là, quand même, en général, on dit que c'est significatif alors. Ouais, mais en fait, c'est super. J'aime beaucoup tes questions parce qu'il anticipe toujours la prochaine diapo. Dans ce cas-ci, l'ANOVA, souvent, on commence avec l'ANOVA, avec l'analyse de variance, juste pour regarder est-ce que le ratio de la variance entre les groupes versus la variance à l'intérieur des groupes est élevé. Si le ratio est élevé, on conclut que la variable indépendante a un effet significatif. On ne sait pas quels groupes diffèrent les uns des autres. On ne sait pas si c'est seulement un groupe qui est extrême, vraiment différent des autres, ou est-ce que les trois groupes sont très différents les uns des autres. Ou on peut avoir plus que trois groupes, on peut avoir 5, 6, 10 groupes. Donc, l'ANOVA, le test ANOVA général ne nous permet pas de distinguer quels groupes sont différents les uns des autres. Mais souvent, c'est la première étape. On commence avec l'ANOVA général. On l'appelle souvent le test omnibus de l'ANOVA. Là, ça nous dit juste, est-ce que la variance entre les groupes est plus importante que la variance à l'intérieur des groupes? Si oui, ensuite, on poursuit l'analyse, on va un peu plus loin en comparant chaque paire de groupes pour savoir quelles paires de groupes, en fait, sont différentes les uns des autres. Donc, ça, c'est la. Mais avant de faire ces comparaisons-là de paires de groupes, il faut montrer avec l'ANOVA qu'il y a un effet général de notre variable indépendante sur la variable réponse. Donc, on commence avec l'ANOVA, puis ensuite, on poursuit avec ce qu'on appelle des comparaisons par paire. Donc, c'est à ça que j'arrivais ici. On complémente souvent le test de F de l'ANOVA, le test général, avec des comparaisons par paire pour déterminer quels groupes diffèrent les uns des autres. Donc, dans ce cas-ci, comme tu as bien anticipé, est-ce qu'il y a une différence significative entre Adélie et Chinstrap? Probablement pas, mais probablement que Gentoo est différent des deux autres groupes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ce test-là de comparaison par paire? Bien, il y a une fonction assez simple dans R qui s'appelle le Tukey HSD. Il y a plusieurs algorithmes statistiques pour comparer tous les groupes. On va appeler ça souvent des post-hoc tests dans le langage de l'ANOVA, donc des tests qui suivent l'ANOVA générale. Et là, il y a plein de tests qui portent souvent le nom de la personne qui a créé le test. Dans ce cas-ci, c'est Tukey.
Donc, un des tests les plus communs de comparaison par paire qui suit une ANOVA, c'est le test de Tukey, ce qu'on appelle le Honest Significant Difference. C'est un test parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs autres aussi qui nous permettent de comparer les groupes, mais celui-là est très commun, donc je vous le montre. Donc, la fonction ici, c'est Tukey HSD. Et là, on veut utiliser ça avec notre modèle. Il faut aussi ajouter cette autre fonction qu'on appelle, qui est l'abréviation d'ANOVA, AOV. Si vous faites juste Tukey HSD de modèle, ça va vous donner un message d'erreur. Simplement, la fonction n'a pas été pensée pour traiter des objets de type LM, mais bien des objets de type AOV. Donc, on transforme notre objet modèle en objet de type AOV avec cette fonction AOV, et ensuite, c'est ça qu'on utilise avec la fonction Tukey HSD. Et en faisant ça, on obtient cette table du tableau. Et là, ce qu'on a ici, c'est toutes les comparaisons par paire de nos différents groupes. Donc, on a Chinstrap versus Adélie, par exemple. Gen 2 Adélie, Gen 2 Chinstrap. Et là, ici, ce qu'on a diff, c'est notre différence de moyenne entre les deux groupes. Donc, on a une différence importante pour les comparaisons qui impliquent Gen 2, mais pas pour Chinstrap Adélie. Ça, c'est l'intervalle de confiance par rapport à cette différence. Donc, il y a une incertitude par rapport à cette différence-là. On n'est pas certain si c'est exactement 32 ou si c'est un peu moins, un peu plus, considérant qu'on a plusieurs échantillons, plusieurs points de données par groupe, on est capable d'estimer l'incertitude sur cette différence-là. Donc, on a un intervalle de confiance qui nous dit que la différence véritable entre mon groupe Chinstrap et Adélie se situe à quelque part entre moins 126 et plus 191. Cet intervalle de confiance-là inclut 0. Donc, on n'est pas certain que la valeur soit différente de 0. Et s'il y a 0 différence, ben, il n'y a pas de différence significative entre mes deux groupes. Donc, si cet intervalle-là inclut 0, la valeur de P va être très élevée. Si cet intervalle-là se situe très loin de 0, la valeur de P va être très basse. Et en ce cas-ci, en effet, notre valeur de P, c'est 0,88. Donc, on conclut qu'il y a une grosse probabilité que ces deux groupes-là aient la même moyenne. Donc, il n'y a pas de différence significative entre le groupe Chinstrap et le groupe Adélie. Pour les deux autres comparaisons, à l'inverse, si on regarde, on a une grosse différence. Et l'intervalle de confiance sur cette différence est très loin de 0. Donc, même s'il y a de l'incertitude par rapport à la différence, il n'y a aucune chance que la vraie différence entre les deux groupes soit 0. Donc, on obtient une valeur de P très très faible, très loin, très basse. Donc, on conclut qu'une différence significative entre Gen 2 et Adélie et entre Gen 2 et Chinstrap. OK. Là, je vous propose un autre défi. Vous pouvez poser sur pause pour ceux qui le font à la maison. Dans le fond, là, je vous propose d'utiliser le jeu de données Gapminder que vous avez utilisé lors de l'atelier de manipulation de données, je crois. Le jeu de données Gapminder contient des données démographiques, des données économiques sur les pays. Dans ce cas-ci, on va analyser l'espérance de vie des pays. OK, mais c'est un gros jeu de données compliqué qui a vraiment beaucoup de lignes, plusieurs années de données. On va se concentrer simplement sur les données les plus récentes, qui sont l'année 2007. Donc, avant de commencer à utiliser le jeu de données, ce que je vous propose, c'est simplement de filtrer le jeu de données pour ne garder que les lignes dont l'année correspond à l'année 2007. Donc, en faisant ça, et là, on enregistre notre nouvel objet, on l'assigne dans cet objet-là en utilisant la flèche. On crée un jeu de données qu'on va appeler données 2007, qui est un sous-ensemble de données du jeu de données Gapminder. C'est là-dessus qu'on va se concentrer pour nos analyses. Donc, dans les données de 2007 de Gapminder, je vous demande est-ce qu'il y a premièrement une différence d'espérance de vie entre les continents? Donc, on a une variable qui s'appelle continent dans notre jeu de données. Et le cas échéant, quelle paire de continents montre une différence pour cette variable? Donc, ce qu'il fallait faire ici, c'est simplement commencer avec une ANOVA pour tester s'il y a une variation entre les groupes. Et ensuite, des tests, des comparaisons par paire pour comparer chaque paire de continents. Là, je vous montre juste visualiser les données pour commencer, de quoi ça a l'air. Si on fait un box plot, on peut voir que, clairement, par exemple, le continent européen semble avoir une espérance de vie plus élevée que le continent africain. Donc, on s'attendrait probablement à ce que notre ANOVA soit significative. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On peut utiliser notre fonction LM. Dans ce cas-ci, notre variable dépendante, donc à gauche du tilde, ça va être l'espérance de vie. La variable s'appelle lifeexp dans le jeu de données Gapminder. Une variable indépendante qualitative à 5 groupes dans ce cas-ci. C'est continent. Et notre jeu de données, on aurait pu écrire data égale ou mettre le data égal, mais le deuxième argument, c'est données 2007 qui est le nom de notre jeu de données. On utilise la fonction LM pour ajuster ce modèle-là et on l'attribue à cet objet modèle. Et là, ce qu'on nous intéresse pour commencer, c'est notre tableau d'ANOVA. Donc, on fait ANOVA de notre modèle linéaire. Et là, on a ce tableau d'ANOVA ici.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On conclut que l'effet continent ou la variable continent a un effet clair sur l'espérance de vie. Parce que si la valeur de P est vraiment très faible, avec encore une fois 16 zéros après la virgule. Donc, une probabilité très faible que les continents aient tous la même espérance de vie. Oui, très bon point, Martin. Il y a une précision de Martin. Je vulgarise pas mal au passage. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes à l'aise avec l'ANOVA, mais c'est une très belle précision. En fait, pour me discréditer, pas me discréditer, mais juste un peu à l'encontre de ce que je dis. Moi, les valeurs de P, j'utilise jamais ça pour faire mes inférences statistiques. Mais quand on commence en statistique, on utilise souvent ça. Donc, c'est ce que je vous présente parce que j'espère qu'il y a une certaine correspondance entre ce que je vous présente puis un cours de statistique que vous avez fait dans le passé. Puis je vous montre comment faire ça dans R, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances que j'apporte pas et que je simplifie, même vulgariser à certains moments. Donc, tu apportes une belle précision, Martin, c'est vrai. Ce qu'on compare, c'est les moyennes des groupes. OK. Alors, maintenant, si on voulait comparer nos moyennes de nos 5 continents avec des comparaisons par paire, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette fonction Tukey HSD. ANOVA notre modèle. Et là, on a toutes nos comparaisons par paire. Et avec notre valeur de P, qui est souvent ce qui va nous intéresser, et là, on peut voir que nos valeurs de P sont assez élevées pour toutes ces comparaisons-là, mais qu'on arrive avec les comparaisons avec l'Afrique, dans ce cas-ci, les valeurs de P sont toutes assez faibles. Donc, on comprend que l'espérance de vie moyenne est plus basse ou diffère entre l'Afrique et les Amériques ou entre l'Afrique et l'Asie, etc. Donc, voilà, un autre exemple d'une ANOVA, dans ce cas-ci, avec 5 groupes pour notre variable indépendante. Maintenant, là, c'est un bon moment pour parler des suppositions d'un modèle linéaire. Parce que, si vous vous rappelez vos cours de statistique, les modèles linéaires ont certaines suppositions, dont la normalité des résidus et tout ça. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde ce diagramme de boîte à moustache, est-ce qu'il y a quelque chose de louche, selon vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apparaît pas très optimal pour mener une analyse statistique? Il y a un outliner en Asie, l'Amérique. Il y a un outlier, donc sur les diagrammes de boîte à moustache, dans R, ça va être représenté comme un rond qui sera pas inclus la gamme d'interquartiles qu'on appelle. Donc dans ce cas-ci, c'est un outlier. Il y en a un ici aussi, une donnée aberrante pour l'Asie. C'est pas le problème que je cherchais. Des fois, c'est pas grave d'avoir des outliers. Moi, je favorise de les garder dans les analyses, à moins que ce soit vraiment une erreur claire lorsqu'on entre les données, puis qu'on est capable de retourner aux données brutes et de voir qu'il y avait une faute de frappe. On peut l'éliminer. Mais si c'est une observation valide, moi, je suis en faveur de les garder. Pas de variation pour l'Océanie, qu'on dit. Oui, exactement. Aucune variation pour l'Océanie. Donc, ce que j'ai essayé ici, c'est de vous présenter cette supposition des modèles linéaires qui s'appelle l'homogénéité de la variance ou l'homocédasticité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Mais une des suppositions, puis j'arrive à la prochaine diapo, c'est que tous les groupes qui sont comparés dans l'analyse ont la même variance ou la même variance intragroupe. Donc, dans ce cas-ci, clairement, on peut voir que l'Océanie, il n'y a aucune variance à l'intérieur du groupe. Alors que l'Afrique, il y a beaucoup de variance, l'Asie, beaucoup aussi. Donc, une de nos suppositions de notre modèle qui ne serait pas supportée dans ce cas-ci. Donc, les suppositions des modèles linéaires, il y en a plusieurs, mais les plus importantes, à vérifier dans le contexte de l'atelier d'aujourd'hui, du moins, c'est quelques suppositions assez de base. Premièrement, il faut que les points de données soient indépendants. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, avoir dans un groupe, mettons qu'on retourne à l'exemple des manchots, on ne pourrait pas avoir, pour une espèce, avoir 2 manchots qu'on a mesurés 10 fois chacun, ce qui nous donne 20 points de données. Puis pour l'autre espèce, avoir 20 manchots différents qu'on a mesurés une fois chacun. Parce que l'indépendance des points de données n'est pas la même si on mesure le même manchot plusieurs fois que si on mesure plein de manchots différents. Donc, en théorie, dans un modèle linéaire, on assume que tous les points de données sont également indépendants les uns des autres. Donc, pas de mesure répétée sur les manchots, pas de mesure répétée sur les pays dans ce cas-ci. Pour chaque pays, il y a juste un point de données à contribuer. Si on a des mesures répétées, il y a des modèles qui permettent d'accommoder ça, mais dans le cas d'un modèle linéaire de base comme celui-là, on ne veut pas de mesures répétées. Autre supposition très importante, il faut que les résidus du modèle suivent une distribution normale. Souvent, on dit il faut que les données suivent une distribution normale, mais ce n'est pas les données qui doivent suivre une distribution normale, c'est les résidus une fois qu'on a ajusté le modèle.
Mais souvent, si les données sont vraiment pas distribuées d'une façon normale, ça va être difficile d'aller chercher une distribution normale pour les résidus. Donc, c'est quand même pertinent de regarder la distribution des données, mais le plus important, c'est de regarder la distribution des résidus du modèle. Et finalement, il faut que la variance des résidus du modèle soit identique pour tous les groupes. Donc, encore une fois, cette supposition-là porte sur les résidus et non pas sur les données brutes, comme j'ai dit en simplifiant il y a 2 minutes. C'est important, c'est que la variance des résidus soit identique pour tous les groupes. Dans ce cas-ci, c'est sûr que la variance des résidus ne sera pas pareille pour tous les groupes, parce qu'il n'y a aucune variance dans les données brutes pour l'océanie. Donc, cette supposition-là de la variance des résidus identiques, on appelle ça l'homocédasticité. Et puis, c'est une supposition qui est très importante. Donc, comment est-ce qu'on valide ces suppositions-là? Ben, pour l'indépendance des points de données, on peut simplement réfléchir à savoir est-ce que tous mes points de données sont comparables, est-ce que j'ai des mesures répétées? Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, il y en a une valeur par pays, donc il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Mais là, on peut valider la normalité des résidus. On pourrait, premièrement, faire simplement un graphique pour regarder nos résidus du modèle, puis regarder si ça a l'air de suivre une distribution normale. Il y a aussi des tests statistiques qui existent pour vraiment tester si nos résidus sont distribués de façon normale. Et un de ces tests-là qui est souvent utilisé, ça va être le test de Shapiro-Wilk. Donc, c'est un test de normalité des résidus. Et pour sortir les résidus de notre modèle, on a cette fonction qui s'appelle resid. Donc là, au lieu de faire summary de mon modèle pour sortir les résultats, je fais resid de mon modèle, et ça me permet d'aller sortir les résidus. Donc, pour chaque observation, c'est quoi la différence entre la valeur qui a été observée et la valeur qui a été prédite selon le modèle? C'est un résidu. Jusqu'à quel point le point est loin de la ligne, si on était pour tracer une ligne qui passe au travers du nuage de points. Donc, dans ce cas-ci, je vais chercher mes résidus de mon modèle, mode resid, et là, je peux utiliser cet objet-là pour faire un test de Shapiro. Donc, je vais faire mon test de Shapiro avec cette fonction, Shapiro test, et là, voici les résultats ici. Le plus important, c'est de regarder la valeur de P, et dans ce cas-ci, ce qu'on veut, c'est que la valeur de P soit au-dessus de 0,5. Parce que si elle est en bas de 0,5, ça supporte l'hypothèse que les résidus ne sont pas distribués de façon normale. Dans ce cas-ci, on a un P très, 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 très bas, 0,01. Donc, on est bien en dessous de 0,5. Donc, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, on conclut que nos résidus ne sont pas distribués de façon normale, malheureusement. Ensuite, pour l'homocédasticité, donc l'homogénéité de la variance, on a cet autre test qui est souvent... Il y a plusieurs tests. Il y a le test de Leuven qui est souvent utilisé. Il y a le test, dans ce cas-ci, le test de Bartlett. Ça se ressemble un peu, mais dans ce cas-ci, je vais vous montrer le test de Bartlett. Avec le test de Bartlett, la syntaxe dans R est un petit peu différente. Il faut mettre la même formule qu'on avait pour notre modèle. Donc ça, c'est exactement ce que j'avais dans mon modèle, dans mon objet LM, quand j'ai ajusté le modèle à l'aide de la fonction LM. Donc j'ai ma formule ici et mon jeu de données. Donc ça, c'est carrément, j'aurais pu copier-coller ça de la parenthèse précédente qui a servi à ajuster le modèle avec la fonction LM. Et là, j'utilise la fonction Bartlett test avec ces arguments-là à l'intérieur. Ce que j'obtiens ici, c'est encore une fois ce qui m'intéresse, c'est la valeur de P. Et encore une fois, je veux une valeur de P le plus élevée possible. Je veux que le P soit au-dessus de 0,05 pour conclure que la variance des résidus est similaire entre les groupes. Dans ce cas-ci, la valeur de P est très très faible, ce qui est une mauvaise chose. Donc mes deux suppositions ne sont pas respectées. Les résidus ne sont pas distribués de façon normale et l'homogénéité de la variance n'est pas respectée non plus. Donc, ce n'est pas un bon modèle linéaire. Donc normalement, on rejette notre modèle. Puis là, on va aller essayer de corriger certains problèmes à l'étape où est-ce qu'on ajuste le modèle. Donc, c'est ça. C'est quoi les... En fait, même normalement, avant même d'interpréter les résultats d'un modèle linéaire, on va le valider, qu'on appelle. Donc, on ajuste le modèle avec la fonction LM, et ensuite, on va vérifier les différentes suppositions du modèle. Et si les suppositions sont remplies, si les suppositions sont respectées, eh bien, on interprète les résultats. On peut utiliser Summary pour regarder nos résultats. Si on détecte un problème avec le modèle, ben on rejette le modèle et on n'interprète même pas les résultats. Normalement, c'est comme ça qu'on travaille. Là, je voulais attendre un petit peu plus loin pour vous montrer ces fonctions-là pour interpréter les suppositions du modèle. Je ne voulais pas commencer avec ça. Mais normalement, on fait cette étape-là de validation du modèle avant même d'utiliser la fonction Summary. Donc, dans ce cas-ci, si on rejette notre modèle, nos suppositions ne sont pas supportées, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des solutions potentielles. Premièrement, on pourrait exclure un groupe particulièrement problématique. On pourrait exclure les pays d'Océanie de notre analyse, c'est le groupe vraiment problématique. Là, ça devient rapidement subjectif. Ça devient rapidement des décisions dangereuses de dire « OK, j'exclus les données qui ne correspondent pas à ce que j'essaie de montrer ». Donc, il y a des biais qui peuvent être introduits à ce niveau-là, donc ce n'est pas idéal du tout. Et aussi, ça va diminuer la portée de l'analyse. Donc, clairement, si j'exclus l'Océanie, ben, je perds un continent. Après ça,
Je pense que même exclure l'Océanie dans ce cas-ci, ce ne serait pas suffisant pour solutionner le problème. Donc, je pourrais exclure un autre continent, mais éventuellement, mon analyse va commencer à porter sur juste 2 continents qui n'étaient pas ma question à la base. Donc, ce n'est pas une solution idéale. Souvent, ce qu'on va faire par exemple, pour les résidus qui ne sont pas normalement distribués, on va transformer la variable réponse. Ça va souvent aider ce problème-là. Donc, transformation log, c'est assez fréquent. Donc, plutôt que de regarder l'espérance de vie comme variable dépendante, je peux regarder le log de l'espérance de vie comme variable dépendante. Et ça, souvent, ça va être normalement distribué. Encore une fois, on fait souvent ça en commençant en statistique, c'est quelque chose qui est un peu controversé. Plus vous allez avancer dans votre parcours, moins vous allez avoir tendance à utiliser une transformation de variables. C'est préférable d'utiliser ce qu'on appelle des modèles linéaires généralisés pour accommoder différentes distributions. Mais aujourd'hui, on va s'en tenir à une transformation log, ce qui est quand même une technique assez commune, traditionnelle ou classique, si on veut. Ensuite, ben, la meilleure solution, ça va être de changer la structure du modèle en ajoutant des variables indépendantes. Donc, toutes les suppositions du modèle portent sur les résidus. Donc, on peut simplement changer la distribution des résidus, la variance dans les résidus, en changeant la ligne qu'on peut passer à travers du nuage de points. On peut ajouter d'autres variables indépendantes. Et là, ça va influencer complètement la distribution des résidus. Donc, peut-être que dans ce cas-ci, on avait simplement le continent comme variable indépendante. On pourrait ajouter d'autres choses qui pourraient nous aider à potentiellement augmenter la variance entre nos groupes ou normaliser la variance entre nos groupes. Et ensuite, bon, ce que je vous recommande éventuellement, c'est de vous familiariser avec les modèles linéaires généralisés ou d'autres outils statistiques qui permettent d'accommoder des distributions de résidus un peu moins typiques que les résidus distribués de façon normale. Donc, c'est tout ce que je veux dire par rapport à la validation de modèle pour aujourd'hui. Là, on va passer maintenant une ANOVA à 2 facteurs. Donc, on a commencé avec l'ANOVA, un facteur, c'est une variable indépendante, qualitative. ANOVA, mais on peut ajouter d'autres variables indépendantes qualitatives comme ça. Là, ça devient une ANOVA à 2 facteurs, une ANOVA à 3 facteurs, une ANOVA à 4 facteurs, selon le nombre de variables qu'on a. Donc là, on retourne dans ce cas-ci à notre jeu de données sur les manchots, parce que c'est le plus approprié pour cette ANOVA. Dans notre jeu de données, sur les manchots, ben, on va comparer, dans le fond, la différence de masse corporelle entre les mâles et les femelles pour les 3 espèces différentes. On l'avait fait pour Adélie plus tôt. On avait vu qu'il y avait une différence de masse. Maintenant, est-ce que cette différence de masse entre les 2 sexes dépend de l'espèce de manchot? Est-ce que cette différence-là est là aussi pour Chinstrap et Gen2? Donc, ça va être notre prochaine question avec une ANOVA à 2 facteurs. Là, ici, j'ai décidé d'enlever les lignes qui avaient des données manquantes. Donc, il existe cette fonction drop_NA qui nous permet d'enlever toutes les lignes qui contiennent des données manquantes, des NA pour not available. OK. Donc, dans ce cas-ci, on enlève, c'est ça, les lignes avec des données manquantes avec drop_NA. Je réécris simplement ou j'assigne ça à mon objet pingouin qui maintenant va être un jeu de données plus propre qui n'aura pas mes lignes et des données manquantes. Ça, c'est simplement encore une fois le boxplot ici. Et là, on va utiliser la fonction ANOVA encore pour tester si les 2 facteurs ont une influence sur la masse corporelle. Donc, est-ce que Adélie, Chinstrap, Gen2 diffèrent? Est-ce que les 2 sexes diffèrent? Et est-ce qu'il y a une interaction entre ces 2 facteurs? Donc, on peut commencer avec un modèle ici où on fait simplement ajouter une deuxième variable qualitative. Donc là, on a sur la masse corporelle comme variable dépendante. Et là, on va avoir 2 variables indépendantes. L'espèce, et là, j'ajoute le sexe. Plutôt, on avait fait un test parce qu'on avait juste le sexe, juste l'espèce, mais là, j'ajoute les 2. On peut faire ça simplement à l'aide du plus dans R. Donc, je pourrais comme ça ajouter plein de variables indépendantes. Des variables qualitatives, des variables quantitatives. J'ai simplement ajouté des plus pour ajouter des coefficients dans mon modèle. Avec mon jeu de données Penguins. Et là, encore une fois, si je veux mon tableau d'ANOVA, je fais ANOVA Model. Et là, j'ai mon tableau d'ANOVA qui me donne une valeur de P pour mes 2 facteurs. Donc, pour species et pour sexe, les 2 sont très significatifs. On le savait, on a déjà fait le test de T et l'ANOVA a un facteur pour chacun de ces deux facteurs-là. Donc, ça allait avoir un effet. Qu'est-ce qui manque dans mon modèle? Il pourrait manquer, si on voulait, souvent quand on fait une ANOVA à 2 facteurs, c'est parce qu'on s'intéresse à l'interaction entre les 2 facteurs. Donc, il me manque mon terme avec l'interaction. En fait, ce que j'ai fait ici, c'est tester si... en fait, je n'ai pas permis l'interaction. J'ai juste permis à l'espèce d'avoir un effet sur la masse corporelle et au sexe d'avoir un effet sur la masse corporelle, mais l'effet du sexe sur la masse corporelle était le même pour toutes les espèces. Je n'ai pas permis à cet effet-là de varier entre mes espèces. Si je veux faire ça, en fait, il faut que j'utilise une autre syntaxe. Ça, c'est la syntaxe que j'ai utilisée ici. Ça pourrait fonctionner si j'avais des données qui ressemblent à ça.
Mais si j'ai des données qui ressemblent à ça, où l'effet de, par exemple, ma variable 2 ici, dépend fortement de la variable 1, ben, je veux permettre une interaction entre mes deux variables indépendantes. Et dans R, je fais ça à l'aide de la petite étoile, comme ça, de l'astérisque. Donc là, plutôt que de simplement ajouter la variable sexe, j'ajoute la variable sexe en plus de l'interaction entre sexe et espèce. Et là, si je réajuste ce modèle-là qui contient maintenant 3 termes, hein, espèce, sexe et l'interaction entre espèce et sexe, et je vais chercher mon tableau d'ANOVA, ben, j'ai ce nouveau terme-là ici qui est l'interaction, le terme d'interaction. Là, je peux voir que le terme d'interaction est très significatif lui aussi. Donc ça veut dire que l'effet de l'espèce sur la masse corporelle dépend du sexe, ou à l'inverse, que l'effet du sexe sur la masse corporelle dépend de l'espèce. Au moins de savoir, ben, les deux sont vrais dans ce cas-ci. Donc j'ai donné que ça, et on peut le voir dans le box plot d'une certaine façon. On peut voir ici que la différence est plus grande, par exemple, pour cette espèce-là que pour cette espèce-là. Donc c'est normal que notre interaction soit significative. OK. Et là, je voulais essayer de revenir un peu à ce qu'on avait vu plus tôt. Juste qu'on n'oublie pas qu'il s'agit encore d'un modèle linéaire général. Donc, on pourrait aller chercher nos coefficients si on voulait écrire un modèle avec une équation comme ça, où est-ce qu'on a des bêtas qu'on appelle, donc des coefficients avec une ordonnée à l'origine puis des pentes pour chaque variable indépendante. Je pourrais écrire mon équation qui prédit la masse en fonction de l'espèce et en fonction du sexe et de leur interaction. Et là, si je fais summary de mon modèle, ben, je vais aller chercher ces coefficients-là qui me permettraient de remplacer, dans le fond, ces bêta 0-là, bêta 1, bêta 2, etc., par des vraies valeurs numériques. Et là, je peux voir les résultats ici. Donc, par exemple, l'ordonnée à l'origine, c'est 3368. Maintenant, si j'appartiens à l'espèce chinstrap, j'ajoute ceci à l'ordonnée à l'origine. Si mon manchot appartient au groupe mâle, on ajoute ceci en plus. Et si le manchot appartient au groupe femelle, on ne l'ajoute pas. Et là, ben, on peut voir les coefficients pour les interactions. Donc, j'ajoute ceci seulement si le manchot appartient au groupe mâle et au groupe chinstrap. Là, j'ajouterais ça pour essayer de prédire c'est quoi la valeur de masse corporelle. Donc, bref, tout ça pour dire que ces coefficients-là, ici, ces estimés, on pourrait les mettre ici, remplacer. Ça, c'est notre bêta 0, ce serait bêta 1, bêta 2 et bêta 3, pour les 3 termes qu'on a dans notre modèle. La valeur de xi, ce serait pour un facteur, puis x2 serait pour un deuxième facteur. x1 et x2 seraient pour les deux facteurs. Bon, là, ce qu'on a fait pour maintenant, c'est tous des tests avec des variables qualitatives uniquement. Là, on peut avoir, ici j'ai dit ANOVA 2 facteurs, quand on a 2 variables qualitatives, on pourrait avoir une ANOVA 3 facteurs si on avait 3 variables qualitatives. Et là, à partir du moment où on ajoute des variables quantitatives, ben là, les modèles linéaires, même si ça reste des modèles linéaires, vont avoir un autre nom. Tout ça, c'est des modèles linéaires qui ont la même équation, sauf qu'on possède des différentes combinaisons de variables qualitatives ou quantitatives. Si on n'a aucune variable qualitative et qu'on a une seule variable quantitative comme variable indépendante, on va appeler ça une régression linéaire plutôt qu'une ANOVA. Donc, on va maintenant passer à la régression linéaire. Puis ensuite, je vais faire l'ANCOVA. L'ANCOVA, c'est lorsqu'on a une variable quantitative et une variable qualitative pour prédire notre variable dépendante, qui va toujours être quantitative. Et là, après ça, si on a beaucoup de variables, si on a au moins 2 variables quantitatives ou si on a au moins une variable qualitative avec 2 variables quantitatives, là, on tombe dans le domaine de la régression multiple. Là, il n'y a plus de nom spécial de noms spéciaux pour les différents modèles linéaires. On leur donne tout le nom simplement de régression multiple. Et là, il n'y a pas de limite dans le nombre de variables qu'on peut avoir. On peut avoir 50 variables indépendantes. Ça va rester une régression multiple. OK, donc commençons par la régression simple, où est-ce qu'on a une seule variable indépendante, quantitative. Donc là, on va retourner à notre jeu de données de Star Wars. Et là, on va essayer de déterminer s'il y a une relation entre la masse corporelle et la grandeur de nos personnages. Donc, on peut regarder la distribution de nos données avec ggplot. Sur l'axe des X, on va mettre la grandeur. Sur l'axe des Y, la masse corporelle. Dans le jeu de données Star Wars. Et là, on va visualiser ça à l'aide de nos données. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, on a une relation ici. Mais on a clairement une donnée aberrante, un outlier. Pour les fans de Star Wars, cet outlier, c'est Jabba the Hutt qui a une masse corporelle beaucoup trop élevée pour sa longueur ou sa grandeur. Donc, on va faire nos analyses en excluant Jabba. Je vous exclue Jabba en utilisant comme ça filter. Donc, je vais prendre mes données Star Wars, je vais filtrer les données et je vais enlever toutes les lignes où la masse. Je vais seulement garder les lignes où la masse du personnage est en dessous de 1000 kg. Ça enlève juste une ligne, c'est la ligne de Jabba. Donc, j'ai déjà ce jeu de données-là filtré qui ne contient pas Jabba.
Je vais l'appeler SW pour Star Wars. J'aurais pu l'appeler n'importe comment, j'aurais pu l'appeler Star Wars sans Java, whatever. Et là, ça va être avec cet objet-là qu'on va utiliser notre modèle linéaire. Donc là, juste pour vous montrer que l'exclusion de Java a aidé avec les données, maintenant, si je fais mon diagramme ici avec ggplot, ben, je peux voir que j'ai quand même une tendance assez évidente. La question, c'est est-ce que si je fais passer une ligne à travers ce nuage de points, est-ce qu'il y a un effet significatif de la grandeur sur la masse corporelle? On peut faire ça, encore une fois, avec notre fonction lm. Donc, on va utiliser lm, où on va avoir la masse corporelle dépendante en fonction de la taille, ou la grandeur. Dans ce cas-ci, notre variable est une variable quantitative au lieu de qualitative. Mais R va traiter ça automatiquement. C'est pas important que ce soit une variable qualitative ou quantitative. La fonction lm va fonctionner quand même. Et là, le jeu de données que j'utilise, c'est SW. Encore une fois, je fais summary de mon modèle. Et là, ce type de tableau-là, de résultats, commence à être plus pertinent. Dans le cas d'une régression linéaire, c'est pas mal plus facile de remettre ça dans une équation, en fait, de y égale mx plus b, ou y égale bêta 0 plus bêta 1 plus x, fois x. Donc là, ici, on a notre ordonnée à l'origine, moins 32. OK? Ça, c'est l'ordonnée à l'origine de notre droite. Et ici, on a la pente de notre droite, donc l'effet de la grandeur sur la masse corporelle. Et là, ce qui nous intéresse souvent, c'est est-ce que notre variable indépendante a un effet significatif sur la variable dépendante? Statistiquement, cette question-là revient à poser, est-ce que ce coefficient-là, c'est 0, oui ou non? Donc, on estime le coefficient, l'erreur sur le coefficient, est-ce que ça chevauche 0? Si on fait un intervalle de confiance. Si ça chevauche 0, on dit OK, probablement que la grandeur n'a pas d'effet sur la masse. Si ça chevauche pas 0, on dit que la grandeur va avoir un effet sur la masse. Donc, dans ce cas-ci, mon coefficient estimé, c'est 0,62. L'incertitude est quand même assez faible, 0,07. Donc, si je faisais un intervalle de confiance, ça se situerait entre à peu près entre 0,4 et 0,8, quelque chose comme ça. Pas exactement, mais à peu près. Donc, ça ne chevauche pas 0. Donc, ma valeur de P est en effet très faible. 4 avec 12 zéros avant la virgule, après la virgule. Donc, vraiment une très faible valeur de P. Donc, on conclut avec certitude que la pente véritable n'est pas 0. Donc, la grandeur a un effet sur la masse. Autre petit output important ici dans le cas d'une régression linéaire, souvent on s'intéresse à avoir un R carré, donc pour savoir jusqu'à quel point notre droite est capable ou jusqu'à quel point les points tombent sur la droite, est-ce que le modèle a un bon pouvoir prédictif ou pas. Et là, on peut l'avoir ici, on a notre R carré classique ici, 0,57, donc assez élevé comme R carré quand même. Et on a un R carré ajusté qu'on appelle, qui prend en considération le nombre de variables indépendantes qui est dans le modèle. Souvent, c'est mieux d'utiliser le R carré ajusté. Donc, dans ce cas-ci, notre R carré ajusté, 0,572. Bref, la grandeur a quand même un bon pouvoir prédictif de la masse corporelle dans ce jeu de données. Maintenant, avant d'interpréter ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, c'est de valider les suppositions du modèle. Donc, première chose qu'on fait, on va regarder la normalité des résidus. Donc, j'extrais les résidus de mon modèle avec la fonction résid, j'enregistre ça dans cet objet. Et là, on pourrait visualiser les résidus ou utiliser ce test que je vous ai présenté plus tôt, Shapiro-test. Ici, on va faire Shapiro-test. Et encore une fois, on arrive avec un p-value très très faible, ce qui est mauvais. On ne veut pas. Donc, ça ne passe pas. On ne regarde même pas l'homogénéité de la variance. On retourne à la table à dessin. On retourne à nos calepins, puis on essaie de changer notre modèle pour que les suppositions soient validées, pour que les suppositions soient respectées. Donc, une des choses que je vous ai dit que vous pouviez faire, c'est de transformer votre variable réponse. On va utiliser ça comme plaster, là, comme solution facile. On va utiliser une transformation log de la masse. En fait, souvent, ça c'est une belle loi en biologie. Là, souvent, la masse corporelle et la grandeur des individus ne suivent pas une relation linéaire. Là, ça va être une relation logarithmique. Donc, d'ajouter un log va toujours régler ce problème-là ou presque. Donc, dans ce cas-ci, on va créer une nouvelle variable. On va l'appeler Star Wars. Là, le signe de dollar, si vous savez, ça permet d'aller extraire des colonnes d'un jeu de données. Ça permet aussi d'en ajouter. Là, dans mon jeu de données Star Wars, en ce moment, il n'y a pas de colonne qui s'appelle logMass, mais je vais en créer une, tout simplement. Donc, SW, j'ajoute le signe de dollar. Là, je crée cette variable-là, logMass. Qu'est-ce qu'elle va contenir, cette variable-là? Elle va contenir simplement la variable, la colonne masse, à laquelle on va appliquer une transformation log. Donc, log 10, la fonction dans R s'appelle log 10. On va faire un logarithme de base 10. Log 10 de ça, on crée notre nouvelle variable. Et là, ça va être ça maintenant que je vais utiliser comme variable réponse dans mon modèle pour essayer de normaliser les résidus. Je peux faire ça, donc ici, je fais lm de logMass en fonction de la grandeur.
Et là, maintenant, avant d'interpréter mes résultats, je vais valider le modèle. Donc, je vais extraire les résidus de mon objet modèle que j'ai réajusté, que j'ai redéfini. Et ensuite, je fais un Shapiro test sur mes résidus. Et oui, maintenant, on est à un P au-dessus de 0,5. Donc, on conclut que les résidus sont distribués de façon normale. Moi, honnêtement, je n'utilise jamais le test de Shapiro. C'est quelque chose qui est encore là, on enseigne ça dans les cours de statistique de base souvent. Mais éventuellement, quand on arrive à des modèles complexes, ça ne marche pas super bien ces tests-là. Puis c'est plus simple de simplement faire un histogramme de nos résidus et de regarder si la distribution semble plus ou moins normale. Dans ce cas-ci, même notre test de Shapiro, qui est très conservateur, c'est pas facile de passer le test de Shapiro. Dans ce cas-ci, on passe. Donc, on peut conclure que les résidus sont distribués de façon normale. Ensuite, pour l'homogénéité de la variance, ben là, on n'a pas de test équivalent pour un test de Bartlett aussi simple à utiliser dans le cas d'une régression linéaire. Souvent, on va simplement regarder visuellement la distribution des résidus pour juger si la variance des résidus est la même normalement pour tous les groupes, mais là, en ce cas-ci, on n'a pas de groupe. On a une variable indépendante continue. Donc, ce qu'on veut, l'homogénéité de la variance, ça ressemble à ça et non pas à ça. Donc, imaginez-vous que ça, c'est nos données brutes, OK? Et là, on fait passer une droite au travers de ça. Dans la situation ici à droite, tous les points seraient à peu près à la même distance de la droite qu'on ferait passer dans le milieu ici. Peu importe si on se trouve ici dans le graphique ou ici dans le graphique. Donc ça veut dire que si on était pour diviser nos données en deux groupes, par exemple, la variance des résidus serait la même pour le groupe qui se trouve ici à droite que le groupe qui se trouve ici à gauche. Donc ça, on a une situation de l'homogénéité de la variance, où est-ce que la variance est entre la distance des points par rapport à la droite est la même pour toutes les valeurs de x. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça l'homogénéité de la variance dans le cas d'une régression linéaire. Dans le cas ici, on peut s'imaginer que si on fait passer une droite, clairement, les points ici vont être très proches de la droite, donc merveilleux, pas beaucoup de variance. Les résidus vont être faibles, sont très près de la droite. Mais là, on arrive ici, plus on avance ici, plus les points se distancient de la droite et plus il y a de la variance entre les résidus. Donc ici, les résidus sont beaucoup plus variés qu'ils le sont ici. Il y a plus de variance dans les résidus ici qu'il y en a ici. Donc on n'a pas une situation ici d'homocédasticité, on a l'opposé qu'on appelle l'hétérocédasticité, donc une variance qui n'est pas homogène, une variance qui est hétérogène. Donc, souvent, ce qu'on fait pour essayer d'évaluer notre supposition de l'homogénéité de la variance dans le cas d'une régression linéaire, c'est qu'on va prendre nos résidus et puis on va les mettre en relation avec les valeurs de x. Donc, dans le cas ici, on aurait toujours les mêmes valeurs de résidus tout le long de la valeur de x. Et dans le cas ici, on verrait un genre de triangle où est-ce que les résidus deviennent de plus en plus espacés alors qu'on augmente la valeur de x. Donc ça, dans R, ce genre de graphique-là est super facile à produire parce qu'on sait qu'on veut normalement utiliser ce genre de graphique-là pour valider nos modèles. Donc on peut simplement utiliser la fonction plot pour un objet de type LM. Dans ce cas-ci, mon objet s'appelle modèle. Et là, je peux faire simplement plot de modèle, fermer la parenthèse ici si je voulais. Là, il me sortirait 4 graphiques. Vous pourrez l'essayer chez vous si vous voulez. Il y a plusieurs graphiques, mais là, je n'ai pas le temps de parler de tous ces types de graphiques-là aujourd'hui, donc je vais simplement me concentrer sur ce premier graphique-là. Le premier graphique qui vous ressortirait si vous faisiez simplement plot du modèle. Et ce premier graphique-là, on peut aussi le spécifier en disant juste which, donc quel graphique à regarder de cet objet-là. Dans ce cas-ci, je dis montre-moi simplement le premier. Je peux faire which égale 2, vous montrer simplement le deuxième, etc. Donc, je vous montre ce graphique-là. Et ici, ce qu'on voit dans ce graphique, dans le fond, c'est les résidus, donc la distance entre un point et la droite de régression, sur l'axe des Y. Et sur l'axe des X, on a les valeurs ajustées du modèle. Donc, les valeurs ajustées, les valeurs prédites par le modèle. Ce qu'on essaie de voir ici, en fait, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un genre de triangle ou un cône ou quelque chose comme ça. On veut avoir un nuage de points où il n'y a aucun patron évident, aucune tendance évidente. On veut un genre de cercle où il n'y a pas vraiment de tendance. Puis R, pour nous aider à visualiser un peu les tendances, ajuste automatiquement une ligne ici de régression non linéaire, un smoother qu'on appelle, puis avec le smooth, on peut voir s'il y a une tendance directionnelle dans les résidus. Donc on ne veut pas un triangle, on ne veut pas non plus une ligne droite comme ça, ou une ligne droite comme ça. On veut que les résidus soient répartis de part et d'autre de la ligne pointillée ici, puis de façon plus ou moins égale, autant pour les valeurs ajustées faibles que les valeurs ajustées élevées. Donc quand on regarde un graphique comme ça et qu'on ne voit pas de patron, on dit OK, la supposition de l'homogénéité de la variance est validée. Je ne vois pas de problème avec ce graphique-là. Donc, dans ce cas-ci, tout est beau. Nos deux suppositions sont respectées, donc on peut interpréter les résultats de notre modèle. Là, on obtient les mêmes résultats que quand on n'avait pas transformé notre variable, mais au moins là, on sait que notre modèle est clean et notre modèle respecte les suppositions d'un modèle linéaire.
Donc, on peut interpréter nos résultats avec plus de confiance. Et là, si on regarde nos coefficients de notre modèle, notre ordonnée à l'origine ici, ça nous intéresse rarement l'ordonnée à l'origine. Souvent, ce qu'on veut, c'est la pente, savoir si cette pente est significativement différente de 0. Et qu'on conclut que oui, absolument, la valeur de P est vraiment très faible, en dessous de 0,5. Donc, la taille influence la masse corporelle. J'ai même pas pris de pause, j'aurais dû prendre une petite pause tantôt. Je continue de me lancer parce que j'achève finalement, peut-être finir un petit peu d'avance. Donc, là, maintenant, la prochaine chose, une fois qu'on a validé notre modèle, qu'on a interprété les coefficients, maintenant, il nous reste à visualiser notre modèle. Donc, on peut le faire avec ggplot assez facilement. Donc, ici, je vous remontre le même graphique qu'on avait fait plus tôt, simplement comme ça. Mais là, j'ai mis log masse sur l'axe des Y plutôt que juste la masse. Donc, on voit que la tendance est encore plus linéaire, là, direct. C'est encore plus une relation droite. Puis là, on peut simplement ajouter notre droite de régression avec cette petite fonction que Philippe vous a montré aussi, je crois. Donc, on peut ajouter un geom smooth. Et là, notre geom smooth, c'est simplement une droite de régression. Il y a plusieurs méthodes. On pourrait avoir des droites qui sont des courbes. On pourrait avoir toutes sortes de méthodes pour ajuster notre droite, pour visualiser la droite. Mais là, pour que ça corresponde avec le modèle qu'on a interprété, il faut utiliser la méthode LM, qui est le même algorithme, si on veut, que ce qu'on a utilisé pour ajuster notre modèle plus tôt. Donc, si on fait méthode égale LM, on va obtenir exactement les mêmes coefficients, même ordonnée à l'origine, même pente que ce qu'on avait avec notre tableau de résultats un peu plus tôt. Encore plus. Oui, Mathieu. Oui, et en fait, sur cette gamme, et si on voulait ajouter la valeur de R et l'équation aussi, l'équation de la droite, c'est possible? Oui, on peut ajouter du texte sans problème. Est-ce que... Oui, dans ggplot, on peut l'ajouter. Il y a aussi une fonction qui s'appelle texte, carrément dans R, qui va aller imprimer du texte. Il faut simplement lui spécifier où est-ce qu'on va ajouter le texte. X égale quelque chose, Y égale quelque chose. On pourrait spécifier qu'on veut le mettre à X égale 100, mettons, puis Y égale 2.1, puis aller dessiner carrément le texte. Ouais, donc il existe cette fonction texte que vous pouvez utiliser pour annoter vos graphes. Dans ggplot, il doit y avoir une façon automatique d'ajouter les coefficients sur le graphique. J'avoue que j'ai pas tendance à faire ça, c'est que je sais pas comme ça s'il y a une façon automatiquement de le faire en ggplot. J'utilise pas 30 ans de ggplot non plus. Moi, je suis quelqu'un qui utilise vraiment baseplot, mais j'essaie d'utiliser ggplot aujourd'hui pour faire des liens avec votre exercice précédent. Autre chose que je voulais vous montrer par contre, c'est que là ici, on utilise ggplot pour réajuster notre modèle linéaire. Donc c'est vraiment ici cette fonction-là, geomSmooth, méthode égale LM, qui va fitter la droite si on veut, qui va recalculer encore nos coefficients de régression. Donc c'est correct de faire ça dans le cas d'un modèle simple, mais si on arrivait avec un modèle compliqué, il n'y aurait pas de méthode qui accommoderait notre modèle ici. Donc il faudrait spécifier nous-mêmes nos coefficients. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire ça, juste simplement pour... ça va donner beaucoup plus de flexibilité que cette méthode-là ici, de méthode égale LM. Donc, si on retourne dans notre modèle linéaire, si je fais coef de mon modèle, donc quand je faisais summary de mon modèle, j'avais un tableau complet incluant les coefficients. Si je veux seulement les coefficients, il existe aussi cette fonction qui s'appelle coef pour coefficient. Ça va me sortir mon ordonnée à l'origine, ma pente. C'est simplement une partie du résultat qu'on voit quand on fait summary. Donc là, dans ce cas-ci, mon ordonnée à l'origine, c'est 0.99. Ici, on a une pente de l'effet de la grandeur qui est de 0.048. Donc ça, c'est le chiffre ici qu'on mettrait pour bêta 1. XI, c'est la valeur de taille de mon individu. Puis YI serait sa masse corporelle. Et là, il y a des résidus qu'on ajoute à ça, des résidus qui sont distribués de façon normale. Donc, je pourrais simplement dire, OK, ben, dans R, je vais créer un objet qui contient mon ordonnée à l'origine ou un objet qui contient ma pente. Donc ici, c'est ce que je fais. Je prends B0 pour bêta 0, juste pour une correspondance ici. Puis là, je vais chercher le premier objet qui est dans le coef. Donc, dans mon premier élément de mon vecteur, ben, c'est ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, ici, ça me permet d'aller extraire le premier élément de mon vecteur. Donc, je fais ça, je l'enregistre dans B0, j'ai mon ordonnée à l'origine. Maintenant, je pourrais aller chercher le deuxième élément du vecteur, c'est celui-là. Pour faire ça, ben, je fais ça. Puis j'ai ma parenthèse carrée pour aller chercher le deuxième élément du vecteur. Je l'enregistre dans cet objet qui est B1, qui est ma pente. Là, maintenant, je peux utiliser ces objets-là, B0, B1, pour simplement dessiner ma droite de façon plus manuelle, de façon plus explicite, en utilisant vraiment les coefficients que j'ai calculés mathématiquement moi-même, plutôt que de juste dire à ggplot, calcule-moi la régression à nouveau. Parce qu'on avait déjà ajusté le modèle de régression avec la fonction ln. Donc là, ici, voici notre équation de régression. Et là, je peux simplement dessiner cette droite en utilisant la fonction geomAbline.
Donc, au lieu de geom smooth, geom ablind fait juste dessiner une ligne. Je pense qu'il y a un geom text pour imprimer justement les résultats du modèle linéaire. Pour répondre à ta question, Mathieu, je pourrais aller le vérifier plus tard. Et geom ablind nous permet de dessiner n'importe quelle ligne. Là, avec geom ablind, il faut lui donner l'ordonnée à l'origine et la pente. Là, maintenant, j'ai enregistré mon ordonnée à l'origine dans cet objet qu'on appelle B0. J'ai enregistré ma pente dans cet objet qu'on appelle B1. Donc, je dessine manuellement ma droite de régression. OK, maintenant, je vous propose un défi où est-ce que, avec les données de pingouins, de manchots, de penguins, de déterminer s'il y a une relation entre la longueur du bec, donc bill length en millimètres, et la longueur des nageoires, donc flipper length en millimètres. Donc, ouais, les manchots ont des nageoires, donc on pourrait essayer de mettre en relation ici la longueur de la nageoire et la longueur du bec. On pourrait s'attendre à ce que les gros manchots aient des plus longues nageoires et un plus gros bec. On va tester si c'est vrai. Donc voilà, je vais vous donner tout de suite la réponse au défi. Le modèle, dans ce cas-ci, encore une fois, on utilise un modèle linéaire. Une variable dépendante est à gauche du tilde, notre variable indépendante est à droite, notre jeu de données, c'est penguins. Donc, rien de nouveau ici, on ajuste notre modèle avec la fonction ln, on enregistre ça ici. Première étape avant d'interpréter les résultats, valider le modèle linéaire. Donc ici, j'utilise encore plot de modèle pour montrer l'homogénéité de la variance. Et là, j'ajoute un deuxième... oui, une question. Oui, j'ai une petite question. En fait, c'est dans les régressions linéaires. Enfin, là, c'est juste. Enfin, ça change rien en fait si on met flipper length comme variable indépendante et bill length comme variable dépendante. Enfin, peu importe l'ordre dans ici ou pas. C'est important. Ben, ce qui est à gauche du tilde va être la variable dépendante. Donc, normalement, philosophiquement, ça veut dire que ça serait la variable qui devrait être influencée par l'autre variable. Et c'est celle aussi pour laquelle ça dépend de l'incertitude dans les mesures aussi. Pour la variable indépendante, on assume qu'il n'y a pas d'incertitude dans nos mesures, donc on a bien mesuré la longueur dans ce cas-ci des nageoires. Puis la variable dépendante, on va lui permettre qu'il y ait de l'erreur. Il existe des types de régression comme de type 2 qu'on appelle où est-ce qu'il va y avoir de l'incertitude et sur la variable dépendante et indépendante. Donc vraiment, dans ce cas-ci, il n'y a plus de variable indépendante dépendante. Là, la relation va dans les deux sens. Dans le cas d'une régression linéaire, là, typique, on fait la supposition qu'une des deux variables qui influence l'autre, mais que la relation n'est pas nécessairement vice-versa. Dans ce cas-ci, j'ai fait la décision arbitraire de dire que c'est le bec qui varie en fonction de la taille de la nageoire. Mais normalement, par exemple, quand on parle de masse corporelle puis de longueur, ben là, c'est un petit peu plus intuitif de dire que c'est la masse qui varie en fonction de la longueur. Mais on prend la décision de dire que c'est une des variables qui influence l'autre. Ça change un peu les coefficients qu'on obtient. Si on utilisait une méthode de régression, parce qu'on assume que les deux variables sont interreliées, mais que ce n'est pas une qui cause l'autre, on n'obtient pas exactement la même pente, la même ordonnée de l'origine. Ça change un petit peu quand même les résultats de régression. Donc souvent, on doit choisir notre variable dépendante, notre variable indépendante lorsqu'on fait une régression. Alors ici, je vous montre à gauche le premier graphique, là, quand on fait plot d'un objet de modèle linéaire, pour tester la supposition de l'homogénéité de la variance. Et là, ce qu'on voit, en ce cas-ci, moi, je vois absolument rien, donc je vois pas de patron évident, je vois pas de ligne qui va dans une direction, je vois pas de triangle ou de trucs de U ou de trucs bizarroïdes comme ça. C'est vraiment un cercle ou juste un nuage de points comme ça, sans aucun patron clair. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, notre supposition d'homogénéité de la variance est supportée. Ensuite, on pourrait faire un test de Shapiro pour les résidus. On pourrait faire un histogramme pour les résidus pour regarder si on a l'air d'être distribués de façon normale. Une autre façon de le faire, puis c'est ce que R vous donne par défaut si vous faites plot de votre modèle, c'est de vous sortir ce graphique qu'on appelle un QQ-plot. C'est quoi ça, un QQ-plot? Un QQ-plot, dans le fond, c'est un graphique qui met en relation les résidus qu'on a observés dans notre modèle en fonction des résidus qu'on devrait observer si les résidus suivaient parfaitement une distribution normale. Okay? Ce qu'on veut ici sur ce graphique-là, -là, c'est que les ronds, les points tombent sur la ligne. Si les résidus suivaient une distribution parfaitement normale, tous les points tomberaient exactement sur la ligne. Donc, on peut simplement juger en regardant un graphique comme ça si nos résidus sont distribués de façon normale ou pas. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de déviation majeure. C'est pas parfait. On a une donnée aberrante ici, 283, qui est vraiment aberrante. Mais normalement, la plupart tombent proche de la ligne ou sur la ligne. Donc, c'est pas un patron qui est très alarmant dans ce cas-ci. Des fois, on voit des trucs vraiment aberrants où est-ce qu'on a une ogive comme ça en S,
Puis là, on sait qu'il faut absolument transformer notre variable de réponse ou encore ajuster la structure de notre modèle pour inclure d'autres variables indépendantes. Dans ce cas-ci, selon moi, ça passe le test. C'est bon, c'est un peu subjectif, c'est sûr. Puis plus on ajuste des modèles, plus on regarde ce genre de graphique-là, plus on est capable d'évaluer si quelque chose est vraiment aberrant ou pas. Si vous voulez un critère plus objectif, ben, vous pouvez utiliser un truc comme le test de Shapiro-Wilk. Moi, dans ce cas-ci, je suis satisfait de mon modèle, donc je vais aller interpréter les résultats. Comment je fais ça? Summary de mon modèle. Et là, voici tout ce que j'ai. Donc, encore une fois, j'ai mon ordonnal origine ici. J'ai ma pente. Et donc, je pourrais écrire mon équation carrément. Y égale ça plus ça fois la longueur des nageoires. Et là, ce qui m'intéresse souvent, c'est de savoir est-ce que cette variable a un effet significatif. Donc, je regarde ma valeur de P, et oui, elle est très très faible. Donc, je conclus que la longueur de la nageoire a un effet sur la longueur du bec. Et si je voulais avoir mon équation, ce serait ça l'équation. OK, maintenant je peux dessiner mon modèle. Donc, j'utilise encore une fois ggplot. Dans ce cas-ci, je vais utiliser la fonction geomsmooth. Donc, je montre mes points, j'utilise geomsmooth, méthode égale lm, ça dessine ma droite. J'aurais aussi pu faire geomabline pour dessiner ma droite manuellement en utilisant mes coefficients que j'ai notés ici. Ça, c'était la régression linéaire. Donc, une seule variable indépendante quantitative. Maintenant, on va commencer à ajouter plus de variables. On va avoir deux variables, une quantitative et une qualitative. Et là, on reste toujours dans le domaine des modèles linéaires, mais là, il y a un nom spécial pour ce type de modèle de régression avec deux variables, une quantitative et une qualitative. On appelle ça une ANCOVA, une analyse de covariance. Comme un mix entre une régression et une ANOVA, si on veut. Et ce qui nous intéresse dans une ANCOVA, généralement, c'est de comparer les droites qu'on ajuste à différents groupes et de savoir est-ce que les ordonnées à l'origine sont les mêmes, est-ce que les pentes sont les mêmes entre différents groupes. Donc, on va utiliser encore une fois ici notre jeu de données sur les manchots. Et là, ce que je vous montre ici, c'est la longueur du bec en fonction de la masse corporelle. On assume que la masse corporelle a une influence sur la longueur du bec. OK, on a trois groupes. Nos trois couleurs représentent les trois espèces de manchots qu'on a. Et là, notre question de recherche, c'est est-ce que cette droite-là est la même pour chacun des groupes ou est-ce qu'il y a des différences entre les droites? C'est la raison d'être de l'ANCOVA, de l'analyse de covariance. Si vous voulez faire ce genre de graphique-là, la seule petite spécificité dans ggplot, tout ça, on a déjà fait ça. Geomsmooth, méthode égale lm. Là, la seule chose que j'ajoute ici, c'est que j'ajoute un argument esthétique à mon geomsmooth. Là, je lui dis que pour mes droites, pour mon geomsmooth qui dessine les droites, je lui dis de changer la couleur en fonction de l'espèce. Fill, c'est la couleur de remplissage. Donc, je lui dis AS, fill égale species, ça dit, OK, la couleur de remplissage de mes droites, varie en fonction de l'espèce. Donc là, par défaut, R va attribuer une couleur différente à chaque espèce. Voici les trois couleurs de base qu'il choisit par défaut. On pourrait aussi faire symbole égale species à l'intérieur de ça ici. Qu'est-ce que ça ferait? Ben, ça ferait que j'aurais, je pourrais avoir une ligne d'un tel type versus une ligne d'un autre type. Une ligne pointillée versus une ligne pleine, en changeant le type de ligne, par exemple. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait changer ici pour nos lignes, ou même chose pour nos points ici. Je pourrais faire geomPoint symbole égale species. J'aurais des ronds pour une espèce, des triangles pour une autre espèce. Vous avez, je pense, vu ça au-delà du dernier atelier. Là, maintenant, notre analyse de covariance. Là, encore une fois, on va utiliser la fonction lm dans R, mais là, on peut encore une fois inclure ou exclure l'interaction, comme quand on a fait notre ANOVA à deux facteurs. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait quelques modèles comme celui-là, où est-ce qu'on avait une régression linéaire, par exemple la masse en fonction de la taille. Et là, on n'avait pas d'effet groupe. Donc, on avait juste une variable indépendante quantitative dans notre régression. Donc, en pratique, c'était comme si nos trois droites étaient superposées l'une sur l'autre. On permettait seulement à la variable x d'avoir un effet sur la variable y, mais pas de variation entre les groupes. Quand on faisait une ANOVA, par exemple une ANOVA à trois groupes, on faisait un truc qui ressemblait plus à ça. On ne permettait pas à une variable quantitative continue, une variable x, d'avoir une influence sur y. On disait juste que les moyennes des groupes variaient d'un groupe à l'autre. Donc, c'est un peu comme dire que l'ordonnal origine varie selon le groupe, mais il n'y a pas d'effet d'une variable continue sur une variable dépendante. Là, avec une ANCOVA, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on permet à nos droites de varier selon les groupes. Donc, on peut faire ça de deux façons. On peut faire ça comme ça ici, où on a des droites parallèles, parce qu'on permet seulement au groupe de changer l'ordonnal origine,
ou on peut permettre une interaction entre ma variable quantitative et mon groupe, ma variable qualitative, et de permettre l'ordonnée à l'origine et la pente de changer selon le groupe. Et ça, on utilise encore une fois l'astérisque, comme pour l'ANOVA à deux facteurs. Quand on voulait permettre l'interaction, on utilise l'astérisque plutôt que le plus. Donc, donc ça, évidemment, c'est la syntaxe qu'on va mettre à l'intérieur de notre objet LM, en remplaçant y, x par nos noms de variables, ig par nos noms de variables qualitatives. Donc, on va commencer avec celui-là, où on va dessiner des droites parallèles, et ensuite, on va permettre une interaction. Donc, mon premier modèle, on va l'appeler le modèle sans interaction. J'ai ici la longueur du bec, ma variable dépendante, qui varie en fonction de la masse corporelle, ma variable indépendante quantitative, et ma variable qualitative qui va être l'espèce. Okay? Ici, j'utilise le plus parce que c'est un modèle sans interaction. Et là, je peux regarder mon tableau de résultats en faisant summary encore une fois. Summary de mon modèle sans interaction, qu'est-ce que je vois? Voici mes coefficients. Avec tous ces coefficients-là, je pourrais calculer une équation ou noter une équation pour chaque groupe, pour chaque espèce. Donc, admettons, si je essaie de savoir c'est quoi l'équation pour le groupe Manchot Gentoo, pour l'espèce Gentoo. Ben, je vais avoir besoin de mon ordonnée à l'origine, ça c'est sûr. Ça va être mon bêta 0 ou mon M quand on utilise MX plus B. Mon B plutôt, pardon. On va l'appeler bêta 0 pour être plus clair. Donc ici, bêta 0, c'est mon ordonnée à l'origine, 24.9. Ensuite, pour le groupe Manchot-Bentoo, dans ce cas-ci, je ne permets pas d'interaction. Je permets uniquement à l'ordonnée à l'origine de changer selon le groupe. Donc, si je perds. En fond, juste pour revenir ici, c'est ce modèle-là qu'on est en train d'ajuster. Donc, pour calculer ma régression ou mon équation pour mon groupe Manchot-Bentoo, qui serait, mettons, la ligne verte, j'ai simplement besoin de savoir l'équation de mon groupe de référence. Dans ce cas-ci, ça va être le premier niveau en ordre alphabétique, donc ça va être Adélie. Et là, j'ai mon ordonnée à l'origine, j'ai la pente pour ce groupe-là. J'ai simplement besoin d'ajouter un terme pour augmenter mon ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine passe d'une valeur qui est ici à une valeur qui est à peu près là. Mais la pente ne changera pas. Donc, si je voulais savoir c'était quoi l'équation pour le groupe Manchot-Bentoo, ça serait l'ordonnée à l'origine ici, plus un ajustement qui est spécifique au groupe Manchot-Gentoo, qui est là. Donc, j'ajoute 3 ici à ça. Là, ça monte mon ordonnée à l'origine de 3. Mais la pente reste la même parce que je ne permets pas l'interaction. Donc, j'ai simplement une pente ici qui est 0.03, qui serait la pente commune pour mes 3 groupes de pingouins ou de manchots. Ici, pour le groupe Chinstrap, l'ajustement de l'ordonnée à l'origine est beaucoup plus grand, 9.9. Donc, en réalité, cette ligne-là, c'est celle qui est la plus basse, cette ligne-là est en haut, cette ligne-là est entre les deux. Donc ça, dans ce cas-ci, mes 3 groupes ont la même pente. J'ai dessiné 3 droites parallèles, si on veut. Et là, je peux m'intéresser à l'effet, justement, savoir est-ce que la masse corporelle a un effet significatif? Ben oui, ma valeur de P est très très faible. Mais je pourrais aussi déterminer est-ce que mes groupes ont un effet. Dans ce cas-ci, je peux regarder chaque coefficient spécifique pour chaque groupe, mais je peux encore une fois utiliser ma fonction ANOVA si je voulais. Je peux faire ANOVA de ce modèle-là. Et là, j'aurai une valeur de P pour l'espèce dans son ensemble, plutôt que d'avoir un coefficient pour chaque espèce. Bon, ensuite, là, on va permettre un modèle avec interaction. Donc, modèle interaction, la seule différence avec la diapo précédente, c'est qu'au lieu d'avoir un plus, ici, j'ai un astérisque. Et là, ça va ajouter quelques coefficients ici. Hein, si on regarde, si on compare ici, on a 2 coefficients en moins. Là, on a 2 coefficients en plus. C'est quoi ces coefficients-là? C'est des ajustements qu'on applique à la pente de l'effet body mass. Okay, ça devient compliqué, mais ça, si on veut savoir, OK, c'est quoi maintenant l'équation pour le manchot Gentoo? Il faut que je calcule mon ordonnée à l'origine qui est ça, plus ça. OK, mon ordonnée à l'origine est maintenant, dans ce cas-ci, est inférieure au groupe de référence qui a des lits. Et là, si je veux savoir c'est quoi la pente pour le groupe Manchot-Gentoo, je prends ce coefficient-là ici qui est la pente de mon effet body mass et j'ajoute l'ajustement pour Manchot-Gentoo qui serait ça. Donc la pente pour le groupe Manchot-Gentoo, c'est ça plus ça. Donc on peut voir dans ce cas-ci qu'il y a un petit ajustement, c'est pas un gros ajustement, mais la pente semble devenir un petit peu plus à pic pour le groupe Manchot-Gentoo que pour le groupe de référence qui est à Delhi parce qu'on augmente un petit peu notre bêta pour notre pente. Mais dans ce cas-ci, si je regarde le summary de mon modèle, je vois que je n'ai pas vraiment d'effet significatif autre que celui-là. Donc, il y a un effet général de la masse corporelle sur la longueur du bec, mais je ne conclurai pas dans ce cas-ci que les pentes et les ordonnées à l'origine varient selon les groupes.
Donc, ça, c'était pour l'ANCOVA, où est-ce qu'on fait ce genre de modèle-là. Là, maintenant, on peut faire des modèles plus compliqués de régression multiple, qui sont toutes les autres situations qui ne correspondent pas à ces quelques tests spécifiques-là, qui ont des noms particuliers. Donc, lorsqu'on a au moins deux variables quantitatives, on parle d'une régression multiple. Si on a une variable qualitative, deux quantitatives, on parle aussi d'une régression multiple. Et même lorsqu'une ANCOVA, mais qu'on aurait deux groupes plutôt qu'un seul, ben là, deux facteurs, deux variables qualitatives, donc deux types de groupes plutôt qu'un seul, on parlerait aussi de régression multiple. Donc, tout ça, c'est des régressions multiples ici. Et là, ben, dans R, il n'y a rien de nouveau ou différent que lorsqu'on fait des régressions multiples. Vraiment, on continue simplement d'ajouter des termes avec des plus ou des astérisques, selon si on veut permettre ou non des interactions. Donc là, ici, je crée un modèle un peu plus compliqué. Où est-ce que je modélise la longueur du bec en fonction de la masse corporelle, de l'espèce, et là, j'ajoute à ça l'année d'échantillonnage, une deuxième variable quantitative. Moi, je me retrouve avec un modèle de régression multiple. Et là, je fais summary de ce modèle-là, ben, j'ai juste des coefficients de plus. Maintenant, j'ai un coefficient pour l'année d'échantillonnage. Dans ce cas-ci, la pente de l'effet d'année d'échantillonnage n'est pas significative parce que mon valeur de P est à 0,05. Lorsqu'on commence à faire des régressions multiples, là, il faut commencer à porter attention au problème de ce qu'on dit la multicollinéarité. C'est la corrélation ou la ressemblance ou la corrélation entre les variables indépendantes. Donc, on ne voudrait pas avoir un modèle, par exemple, où on a comme variable indépendante la taille corporelle mesurée en millimètres puis la taille corporelle mesurée en mètres. Ce seraient deux variables parfaitement corrélées. C'est la même information, ce seraient des variables presque identiques. Et là, ça cause toutes sortes de problèmes dans un contexte de régression multiple. On veut éviter ça, d'avoir de la multicollinéarité. Donc, souvent, on va commencer à regarder la corrélation entre nos variables indépendantes. Et si on a des variables très corrélées, ben, on va parfois en éliminer et choisir juste une des deux variables très corrélées, par exemple. Mettons que j'avais longueur et masse dans mon modèle, ben, je pourrais choisir juste la longueur qui corrèle généralement avec la masse. Vous allez sûrement reparler peut-être de multicollinéarité dans le cadre de l'intelligence artificielle, des modèles d'apprentissage machine, parce que c'est important aussi. Lorsqu'on détermine le nombre de features dans nos modèles, on ne veut pas avoir trop de variables indépendantes qui sont toutes corrélées les unes aux autres. Bon, ensuite, un modèle de régression multiple, ça se valide de la même façon. En plus de cette twist-là de la multicollinéarité où il faut regarder la corrélation entre les variables indépendantes, ben sinon, pour le reste, on utilise un peu les mêmes outils que pour un modèle de régression simple. Donc, on va regarder l'homogénéité de la variance. On a nos résidus en fonction des valeurs ajustées. Ici, l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun patron. Et en effet, aucun patron ici, il n'y a rien d'évident. Oui, Mathieu? Et par MFO, ça veut dire quoi? C'est pour... OK, ça c'est Oui. pour dans le fond, modifier notre fenêtre qui montre les graphiques pour la diviser en plusieurs sections pour montrer plus qu'un graphique à la fois, dans le fond. Donc, dans ce cas-ci, ce que je pars, c'est pour changer les paramètres graphiques dans R. Okay? Il y a plusieurs types de paires. Si vous faites point d'interrogation paire, vous allez voir des dizaines de paramètres graphiques qu'on peut changer lorsqu'on produit un graphique avec cette fonction plot. On peut changer la largeur du graphique, on peut changer les axes, et on peut changer plein de choses. Dans ce cas-ci, ce que je lui ai dit, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes que je vais avoir dans mon graphique. Chaque combinaison correspondant à un graphique. Dans ce cas-ci, je lui dis une ligne, deux colonnes. Donc, quand il imprime le graphique, il va imprimer deux graphiques un après l'autre sur la même ligne, dans deux colonnes différentes. Donc, ça me permet de combiner ces deux diagrammes-là dans un même graphique. Si je faisais par MFRO égale C 2, ben, j'aurais quatre graphiques ensemble plutôt que deux graphiques. J'aurais deux lignes de deux colonnes, j'aurais quatre graphiques, un bloc de quatre graphiques. D'accord, merci. Puis là, quand j'arrive, mettons que je fais plot, modèle, witch 1, 2, là, si je refaisais ça, mettons que je faisais un autre graphique, là, il essaierait d'en ajouter un troisième. Et puis là, s'il n'y a plus de place selon part, ben, il recommencerait à zéro ici, puis il débuterait un autre graphique. Donc, dans ce cas-ci, je lui donne deux graphiques en utilisant cet argument-là, witch 1, 2. Il montre les deux premiers graphiques de l'output de plot modèle. Donc ici à gauche, c'est pour regarder l'homogénéité de la variance. On voit qu'il n'y a pas de patron évident. La ligne rouge est pas mal droite, donc pas de tendance linéaire dans nos résidus. Merveilleux. Et là, notre QQ plot, pour vous rappeler, ce qu'on veut, c'est que les points tombent sur la droite. Ils sont pas mal tous vraiment sur la droite, en fait. Ce modèle-là, c'est quand même vraiment bien. Il y a juste deux valeurs qui ne cadrent pas très bien. Donc, moi, je suis très satisfait avec ces graphiques de diagnostic qu'on appelle. Donc, j'irai de l'avant pour interpréter mon modèle. Là, comment est-ce qu'on visualise maintenant un modèle de régression linéaire? Là, ça devient plus compliqué parce qu'on est rendu avec plusieurs dimensions. Je pourrais retourner ici puis essayer de faire un graphique où est-ce que
Par exemple, je change la taille des points en fonction de l'année d'échantillonnage. Je pourrais essayer d'ajouter une troisième dimension à mon graphique. Ça devient vite compliqué. Donc là, puis avec 3 variables indépendantes, je pourrais considérer changer quelque chose dans le graphique ici pour montrer ma troisième variable. Mais si je me retrouve avec 10 variables, ça devient absolument impossible de faire un graphique qui montre la relation entre 10 variables. Donc ça devient un peu compliqué d'illustrer des modèles de régression linéaire. Donc souvent, ce qu'on va utiliser, c'est des graphiques qu'on appelle des forest plots ou des caterpillar plots, selon si les coefficients sont ordonnés ou pas. Mais un forest plot, tout ce que c'est une représentation graphique de notre tableau de résultats de régression. Donc ici, ces coefficients-là, c'est les coefficients qu'on avait dans notre tableau de régression quand on faisait summary de l'objet. Okay, là, j'utilise une fonction qui s'appelle plotModel. Elle provient d'un package qui s'appelle sgplot. Je ne l'avais pas fait télécharger d'avance, donc je spécifie que la fonction vient du package sgplot avec 2 points comme ça, ici, parce que je ne vous ai pas fait charger la librairie sgplot plus tôt. Vous pourriez aussi aller en amont, au début du script, de faire library sgplot, puis là, on pourrait éliminer ça ici. On pourrait simplement dire plotModel, puis R saurait que ça appartient à la librairie sgplot, cette fonction-là. Mais bon, ici, en faisant cette fonction-là, plotModel de mon modèle, j'ai cette représentation graphique-là de mon tableau de régression. Où est-ce que j'ai chaque coefficient? Donc, j'ai mes bêtas, si on veut, j'ai mes pentes. Donc, j'ai la pente de l'effet body mass, j'ai la pente de l'effet year, et là, j'ai mes ajustements de l'ordonnée à l'origine basés sur l'espèce, donc Chinstrap versus Gen2. Puis là, depuis le début du cours que je vous parle on essaie normalement de tester l'hypothèse que notre pente n'est pas zéro, parce que l'intervalle de confiance chevauche zéro ou pas. Avec ce type de graphique-là, ça nous permet de visualiser ça. Mon coefficient ici pour year, je vois l'intervalle de confiance. La petite barre ici, c'est l'intervalle de confiance sur mon coefficient. Donc, je sais que ma vraie pente, là, elle se situe à quelque part à l'intérieur de cet intervalle de confiance. Est-ce que ça se chevauche zéro? Si ça chevauche zéro, ben, on conclut que l'effet n'est pas significatif ou il n'est pas important. Puis si l'effet ne chevauche pas zéro, ben, on conclut qu'on a un effet significatif. Donc dans ce cas-ci, ben, voici les 3 variables dans mon modèle, body mass, tous les niveaux de ma variable qualitative et ma variable quantitative year. Donc je peux regarder tous mes résultats comme ça. Là, par contre, dernière chose que je vais dire par rapport aux régressions multiples, si on veut comparer nos coefficients, si on veut comparer des pentes, lorsqu'on a plusieurs variables quantitatives, il faut les ramener sur une même unité. Parce que les pentes, c'est comme jusqu'à quel point qu'un changement dans la variable x va influencer la variable y. Si, par exemple, j'ai body mass comme variable indépendante en grammes versus body mass en kilogrammes, ma pente pour kilogramme va être 1000 fois plus petite que ma pente pour gramme. Simplement parce qu'un changement d'1 kilo, en fait, elle va être 1000 fois plus grande, pardon, parce qu'un changement d'1 kilo devrait induire un bien plus grand changement dans la longueur du bec qu'un changement d'1 gramme. Donc, là, ici, ça serait simple à comprendre si j'avais une comparaison de body mass en grammes et de body mass en kilos. Mais là, comment est-ce que je compare l'effet de body mass en grammes versus d'une année d'échantillonnage? C'est plus du tout les mêmes unités. Donc, ça ne marche pas. Je ne peux pas comparer et dire ici, ah oui, cet effet-là est beaucoup plus fort que celui-là, parce que je ne suis pas dans les mêmes unités. Donc, idéalement, on ramène tout sur les mêmes unités en standardisant ou on peut centrer et réduire nos variables qu'on appelle. Donc, on les remet tous on enlève leurs unités. On les met tous en unités d'écart type. Et on peut faire ça dans R en utilisant cette fonction qu'on appelle scale. Donc, scale va centrer et réduire ma variable. Toutes les variables indépendantes qu'on utilise scale vont avoir une moyenne de 0. Et puis, ça va nous permettre comme ça de simplement les ramener sur la même unité. Donc, ici, on fait ça pour chacune de nos variables indépendantes, dans ce cas quantitative. Donc, dans ce cas-ci, scale pour body mass, scale pour year. Et là, ça change beaucoup mon modèle maintenant si je le regarde. Maintenant, je peux comparer ici, quand je fais mon forest plot comme ça, je peux carrément comparer l'effet de body mass versus year parce que je les ai ramenés sur la même unité. Et là, alors que body mass semblait avoir un effet bien faible, parce qu'il est une unité bizarre de grammes, si là maintenant je l'enlève son unité, je vois qu'il y a un effet quand même très fort sur la longueur du bec comparé à l'échantillonnage qui a un effet bien plus faible. Donc souvent dans ce type de graphique-là, ce qui nous intéresse, c'est de comparer la taille des effets. Donc, de dire, OK, body mass est plus important que year pour prédire ma variable réponse. Là, je pourrais avoir comme ça 10, 15 prédicteurs qui ne sont pas trop corrélés dans mon modèle, les standardiser comme ça, les centrer réduits avec scale, puis faire un sgplot, puis là, ça me dirait quelles variables sont les plus importantes pour prédire ma variable réponse. Ouais.
OK, c'était beaucoup de stock. J'ai pas pris de pause, j'ai parlé vite, je me suis répété beaucoup. En tout cas, j'espère que j'ai quand même vous appris quelque chose. Là, maintenant, c'est la dernière chose que je vais dire, c'est si vous voulez aller plus loin, parce que c'est quand même basique ce que je vous ai présenté, mais je pense quand même que j'en ai perdu certains d'entre vous. Donc, j'espère que le niveau n'était pas si mal. Euh, Si c'était trop simple pour vous, ben, je vous invite peut-être à explorer ces ressources-là. Si c'était trop compliqué, vous pouvez refaire l'atelier, prendre plus votre temps. Vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir de vous suggérer d'autres ressources aussi pour les modèles statistiques de base dans R ou juste des ressources en statistique en général. Si c'est là que vous avez plus des lacunes. J'ai des livres que je peux vous partager, notamment en PDF. Si vous voulez aller plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, puis construire, puis aller au-delà de la fonction LM, ben, il y a d'autres packages qui sont construits de façon assez similaire, puis qui utilisent des fonctions similaires à LM, mais un peu différentes. Donc, par exemple, si votre variable réponse ne suit pas une distribution normale, je vous ai dit plus tôt que la meilleure solution, c'est les modèles linéaires généralisés. Donc, ça nous permet d'accommoder plein de distributions différentes pour nos résidus, pas juste des variables qui sont distribuées de façon normale ou des résidus qui sont distribués de façon normale. Ensuite, si vos points de données ne sont pas indépendants, mettons que j'avais mesuré le même manchot 10 fois tout le temps. Là, des fois, j'ai des lignes qui correspondent à des manchots différents. Des fois, j'ai des lignes dans mon jeu de données que c'est le même manchot, deux mesures différentes. Mes points de données sont plus indépendants. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? On va utiliser quelque chose qu'on appelle des modèles mixtes. Si ma relation entre x et y n'est pas linéaire, puis je veux tracer une courbe au lieu de tracer une droite, là, j'ai juste tracé des droites aujourd'hui, ce qui est une situation assez simpliste. Des fois, on veut quelque chose de courbé, de recourbé. Plus compliqué, ben, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles additifs ou des gammes. Et parfois, on a plus qu'une variable dépendante. Là, aujourd'hui, on a toujours juste une variable dépendante quantitative, une situation simple, mais souvent, on va avoir plein de variables dépendantes et on veut les analyser tout en même temps. Là, c'est le domaine de l'analyse multidimensionnelle. Et tous ces types d'analyses-là, ben, il y a plusieurs ateliers R qui sont disponibles pour vous familiariser avec ça. Je vous propose aussi trois ressources que j'aime bien. L'atelier en R du Centre de la science et de la biodiversité du Québec, qui est un regroupement de chercheurs en biodiversité. Plusieurs ateliers R qui portent sur ces thèmes-là. À l'UQTR, on a ce regroupement d'étudiants des cycles supérieurs qui forment un code ou un club de codage qu'on appelle le Numérilab. Ils ont plein d'ateliers, incluant sur des trucs beaucoup plus avancés en intelligence artificielle, mais il y a des ateliers sur les modèles mixtes, donc c'est une belle ressource aussi. Et finalement, une ressource en anglais qui est, dans ce cas-ci, je pense que c'est un groupe de chercheurs au Royaume-Uni, je ne sais pas trop son où, qui s'appelle Our Coding Club. Ils ont une bibliothèque d'ateliers R sur une panoplie de sujets, des sujets très de base, dont la Nova, des sujets vraiment plus avancés, donc beaucoup d'ateliers similaires ou même plus simples que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, trois ressources intéressantes peut-être pour vous. Puis, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire ou quoi que ce soit, ça me fait plaisir d'essayer de clarifier des choses pour vous. Merci Vincent beaucoup pour cette présentation. Donc, comme je l'ai dit, c'est enregistré, donc ça sera, normalement, je vais vous communiquer les vidéos demain. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Vincent avant qu'on clôture la séance. Merci de votre attention. S'il y a 2 heures de stats avant le souper, c'est pas reposant, j'imagine, mais j'espère que ça a été un peu utile pour vous. Super, merci. Oui, si j'ai une question, pardon, Fernand. Ton PowerPoint, il sera disponible parce qu'il y a des liens dessus, là. Oui, ben c'est un fichier HTML en fait. Ok. Vous envoyez un lien. Ok, Je pense que... D'accord, je ne l'ai pas vu. Okay. En fait, sur l'email que vous avez reçu, j'ai mis le lien de Vincent et ça conduit à un site web. Vous avez plusieurs ressources disponibles, si je ne me trompe pas, Vincent. Ouais, c'était des liens vers tout le matériel que vous avez pu avoir besoin pour aujourd'hui, le code avec les réponses, sans réponse, puis les diapos. Les diapos, c'est aussi un repository sur GitHub. Donc, puis, tant que vous avez le lien, vous allez pouvoir ouvrir les diapos dans votre furteur, dans votre browser. D'accord, j'avais vu le script, mais je n'avais pas vu ce lien-là. Je te remercie. Merci à toi. Bon, un grand merci à tous et puis une bonne soirée. Bonne soirée, merci tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.